Merci de vous joindre à nous pour ce live de Bull Bitcoin, une troisième pardon avec Ulrich. On avait déjà fait un live sur les raisons de la chute de l'Empire romain avec Ulrich il y a un mois qui avait plutôt bien marché. On a eu des gens qui nous ont demandé de décortiquer un petit peu la République de Weimar et la période d'inflation qui a suivi en 1923. Et essayer de mettre ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en France et un petit peu dans le monde. Essayer de voir si on peut tirer des enseignements du passé concrètement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Bull Bitcoin sur YouTube et sur X également. On a pas mal de contenu sympa qui va pas tarder à arriver. On était à NFT Paris avec Gilles Cadignan la semaine dernière. On vous a préparé un petit vlog qui va être assez délectant. Au niveau du plan, je vous propose qu'on recentre un petit peu de manière historique un petit peu quelles étaient les conditions qui ont amené à l'arrivée de la République de Weimar, un petit peu les raisons de l'inflation, et après on essaiera de voir quelles ont été les conséquences sur le plan politique en Allemagne et les conclusions qu'on peut en tirer par rapport à aujourd'hui concrètement. Pour vous donner un petit peu de contexte, la phase d'hyperinflation qu'il y a eu pendant la République de Weimar en 1921, 1922 et 1923, c'est une des plus grosses vagues d'inflation qui ait jamais eu dans l'histoire humaine. C'est très proche de ce qui s'est passé au Zimbabwe ou au Venezuela il y a quelque temps. Pour que vous ayez un petit repère, on a eu en à peu près 2 ans 1 milliard de % d'inflation. C'est-à-dire que concrètement, la valeur de la monnaie est allée à quasiment zéro. À une période, les prix triplaient toutes les 24 heures. Une miche de pain qui coûtait en 1922 160 marks, un an après, elle en valait 200 milliards. Donc les billets étaient tellement dévalués à la fin qu'ils ne valaient plus rien, quoi. Ils étaient utilisés à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire comme des combustibles à poil ou comme des jeux pour des enfants. Et l'économie est revenue à des choses très très basiques, c'est-à-dire le troc. Pour que vous ayez un petit peu de contexte sur la République de Weimar, c'est un régime politique qui était en Allemagne entre 1922 et 1933. Donc après, en 1933, ça a été l'arrivée de Hitler et des national-socialistes. Donc c'est une démocratie parlementaire qui a été instaurée après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale en 14-18. Et donc avant la République de Weimar, l'Allemagne était un empire. Après sa défaite en 1918, le traité de Versailles impose à l'Allemagne de lourdes réparations et des pertes territoriales, notamment l'Alsace, la Lorraine, et une partie de la Pologne qui a été enlevée du territoire allemand concrètement. Et donc, sous la pression des Alliés, forcément, une république parlementaire est instaurée. Et donc, le nom de Weimar vient de la ville où la nouvelle constitution a été rédigée en 1919. Donc, il faut savoir que c'est la première démocratie allemande qui est organisée selon un système parlementaire avec un président et un chancelier. Et elle met en place une constitution qui est assez progressiste sur le plan social, qui garantit les libertés individuelles et le suffrage universel masculin et féminin, ce qui n'était pas forcément gagné à l'époque. Et donc, cette République de Weimar, vu qu'elle a été plus ou moins installée par les Alliés, on le verra après, mais elle a souffert de beaucoup d'instabilité, notamment de partis comme le Parti communiste et le Parti des national-socialistes. Donc, il y a eu des tentatives de coup d'État. Et donc, c'était un peu concrètement le bordel. Et donc, l'un des événements les plus marquants, et ce qu'on retiendra dans l'histoire, notamment sur la République de Weimar, c'est l'hyperinflation qu'il y a eu entre 1921 et 1923. Et c'est un petit peu le thème de notre live d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais continuer à nous planter le décor, peut-être, Ulrich, revenir un petit peu peut-être sur le contexte historique qui a amené à l'arrivée de cette République de Weimar? Ouais, totalement. Ouais. Alors c'est vrai que la République de Weimar, il y a énormément de choses à dire sur le sujet parce que c'est vrai que pour les bitcoiners, nous, c'est l'épisode hyperinflationniste de 1923 qui est très intéressant, mais d'un point de vue purement politique et histoire, tu as beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai que le contexte historique de l'avènement de la République de Weimar, tu l'as dit, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et c'est les Alliés qui vont imposer à l'Allemagne, du coup, un nouveau système politique, qui est un système démocratique et parlementaire, donc qui a été à bien des égards assez catastrophique pour l'Allemagne, en tout cas sur la première partie de la République de Weimar, jusqu'en 1923 et après et surtout après 1929 où là tu vas avoir encore une rechute du système républicain de Weimar et qui va voir l'avènement en 33 des nazis comme tu l'as dit. Et après, alors pour vraiment planter le décor et pour vraiment comprendre pourquoi on a eu sous Weimar comme ça un épisode hyper inflationniste avec
un interventionnisme de l'État qui a été très très important, avec des politiques sociales aussi qui ont été extrêmement importantes. Faut quasiment, j'ai envie de dire, rembobiner jusqu'à la création de l'Allemagne, en fait. L'Allemagne, elle va se créer suite à la fin de la guerre franco-prussienne de 70. Hein. Donc en 71, t'as donc le chancelier allemand à l'époque, c'est Otto von Bismarck, hein, qui est très connu comme étant le père de l'Allemagne moderne, qui lui va justement faire passer l'Allemagne de l'époque, qui était en fait une sorte de constellation de petits États allemands qui étaient fédérés, plus ou moins fédérés autour d'un super État allemand qui était la Prusse. Et lui, il va transformer tout ce petit beau monde en un empire allemand, de manière assez habile d'ailleurs d'un point de vue géopolitique. Et il va créer en plein centre de l'Europe une super puissance assez hallucinante qui va rivaliser directement avec la France, mais aussi surtout avec l'Angleterre. Et ce qui est très intéressant pour vraiment comprendre en quoi c'est important et en quoi c'est lié à Weimar, c'est que même quand tu es sous le premier empire allemand, le premier Reich sous Bismarck, tu vas quand même, en fait, en lame de fond, un système de fonctionnement de l'État que tu vas retrouver sous Weimar et qui va ensuite faire la transition en quelque sorte avec les nazis qui vont reprendre la suite en 1933. Et juste juste en préparant le live, je me suis relu un chapitre alors certains doivent le connaître, ce bouquin, c'est La route de la servitude de Hayek, hein. Il y a un chapitre qui est assez exceptionnel, je pense, à la fin du livre, hein, c'est le chapitre 12, hein, sur les origines socialistes du nazisme, où justement il reprend un peu toute l'histoire de l'Allemagne jusqu'à Bismarck, et il dit bah, que le national-socialisme, en fait, ça a c'est une vieille tendance allemande qui date de Bismarck, voire même de Frédéric le Grand, de la Prusse du 18e. Et ça, c'est très intéressant parce que tu l'as en lame de fond à cette période-là. Bon, je vais essayer d'aller assez rapide, mais si vous vous intéressez par exemple à l'époque bismarckienne, faut savoir que Bismarck c'était quelqu'un qui était très fort politiquement dans son pays, même en Europe, hein, mais c'était aussi un leader politique qui a fait passer beaucoup de mesures sociales, hein, qui vont être d'ailleurs ensuite reprises par Weimar dès la création de la République en 1919. Hein. Donc t'as des lois comme les lois de l'assurance maladie qu'il a passées en 1883, les lois de l'assurance sur les accidents du travail, sur les assurances vieillesse et invalidité qui va faire passer, qui sont ensuite reprises directement par le premier président de la République de Weimar qui était Friedrich Herbert. Et à l'époque de Weimar, t'as quelque chose à l'époque, pardon, de Bismarck, t'as un concept qui commence à émerger, qui est essentiel, c'est ce qu'on va appeler en allemand le Volksgemeinschaft, hein. Donc c'est la communauté du peuple en fait, hein, qui va être reprise ensuite pendant la Première Guerre mondiale, hein, avec justement cette fédération du peuple allemand autour du pouvoir, hein, et pour justement gagner la guerre. Donc il y a une sorte de tendance socialiste, collectiviste très très prussienne qui voit le jour à cette époque-là. Donc, juste pour qu'on comprenne bien, en fait, quand il parle de l'esprit allemand, ce sont les gens qui parlent la langue allemande ou c'est des critères raciaux, c'est des critères territoriaux, c'est quoi? C'est pas à cette époque, il n'y a pas les critères raciaux qu'on retrouvera sous le nazisme. On est plutôt vraiment sur une identité purement administrative en fait. C'est les personnes qui vont vivre sur le territoire allemand, qui feront vraiment partie de la nation allemande dans le sens rouage de l'État en fait. Excuse-moi, si je peux juste ajouter un petit truc par rapport à ça. Tu sais, en France, on a une définition de la nation qui vient de Renan, où c'est plus lié à son histoire, parce qu'on est plein de peuples assimilés qui viennent d'origines différentes, qui parlaient des patois différents, etc. Et effectivement, la constitution de l'Allemagne à l'époque de Bismarck, l'idée, c'est de dire, en fait, tous les peuples qui constituent la Prusse, qui parlent allemand, etc., font unité et font nation commune. Alors même que, tu vois, par exemple, même le terme allemand, ça vient des Alamans, des peuples de barbares qui étaient associés aux Francs il y a un millénaire. Donc, il y a une sorte de vision complètement différente de ce qu'est la nation et qui est très nationaliste, identitaire, si on l'expliquait avec les termes d'aujourd'hui. Ouais, totalement. Et puis, tu as juste à lire les grands penseurs de l'époque, Fichte, Planck, etc. Ce sont des personnes qui vont mettre en avant le principe, enfin, la notion de Volksgemeinschaft, elle va venir de ces penseurs-là. Ils vont aussi parler de le Binnenstaat, donc en fait l'état de fonctionnaire. C'est un peu comme ça qu'ils voyaient le peuple allemand. Donc c'est un peu comme si tout le monde était fonctionnaire de l'État et qui en fait servait la cause nationale. Donc c'est comme disait Théo, c'est une cause c'est pas marxiste, tu vois, dans le sens vraiment de gauche, mais ça va vraiment être collectiviste, socialiste,
avec un petit saupoudrage de prusianisme en quelque sorte, hein, d'esprit très, très C'est pas la lutte nationaliste prussien, c'est quoi. pas la lutte des classes, mais c'est l'étatisme et l'unité nationale, culturelle, du langage, etc., qui fondent la nation. Et effectivement, l'histoire de la Prusse pendant peut-être les 700 années précédentes, c'est 200 principautés et quelques qui passent leur temps à s'imposer des droits de douane. C'est un système très décentralisé à la base. Donc on passe de quelque chose qui est vraiment complètement éclaté avec des gens qui ont une forme d'unité culturelle, même si un Bavarois, c'est pas du tout un Berlinois. Mais le vrai principe derrière, c'est plus de dire, finalement, par l'État, on va faire la nation, parce qu'on est arriéré. Quand on regarde, par exemple, les Français, les Russes à l'époque, etc., la Prusse est complètement divisée, donc il faut faire quelque chose par rapport à ça. Il faut voir aussi, peut-être un dernier petit point de détail, qu'à l'époque, il y a énormément d'intellectuels allemands qui émergent sur la scène européenne. Ulrich mentionnait dans la littérature beaucoup de grands auteurs allemands, Fichte ou Faust au siècle précédent. Mais tu as beaucoup d'universités allemandes à la fin du 19e siècle qui commencent à développer beaucoup de thèses assez socialistes, mais peut-être un peu plus historicistes que liées à la lutte des classes. Donc vraiment, cette idée de dire qu'il y a une sorte de mouvement dans l'histoire et qu'il faut lire les mouvements dans l'histoire pour essayer de comprendre comment rendre ta nation puissante, comment créer de bonnes institutions, etc. Et donc, tu as toute la société des élites prussiennes de l'époque qui est imprégnée de cette idée que par le rationalisme, la science, la technique, le savoir-faire, l'intellectuel. Il y a un nuage qui est passé au-dessus Il y a un nuage qui est passé. de la Non, maison mais de Théo sur son Starlink. ouais, On le pour juste reprendra tout reprendre à ce que l'heure. disait en effet Théo, c'est que tu as beaucoup d'intellectuels allemands à la fin du 19e qui vont justement mettre en avant cette idée que l'État allemand est surpuissant, qu'il est l'organisateur suprême de la vie des Allemands et pourquoi pas même l'organisateur de l'Europe en général. Et quand Théo parle du mouvement historiciste allemand, il fait en fait référence à l'école historique allemande qui a été fondée par Gustav von Schmoller, qui est un très grand intellectuel allemand de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et si jamais certains d'entre vous s'intéressent à l'économie autrichienne, c'est la première querelle intellectuelle dont les Autrichiens, les économistes autrichiens vont être pris un peu, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la méthode Streit, donc c'est la querelle des méthodes qui va opposer les économistes autrichiens à la vision historiciste allemande. Donc pour les historicistes allemands, la vision de l'histoire, de l'économie, elle est très simple. En fait, ça va pas partir de l'individu, mais tout va être contextualisé et tout va être attribué à l'État. Donc, si l'Allemagne est forte, c'est pas parce que les individus individuellement en Allemagne qui vivent sur le territoire allemand sont plus ingénieux, plus productifs que les autres. Non, c'est grâce à l'État qui va mieux organiser leur vie. Donc, il y a vraiment une lecture qui est très particulière, qui est faite à cette époque-là. Et quand Théo parle de ces intellectuels, bah, il y a von Schmoller, mais il y a aussi des intellectuels un peu plus tardifs comme Max Weber, qui ont été un peu les grands pionniers de cette manière de voir les choses et de cette manière de voir l'Allemagne, en fait, comme étant la principale, l'idéal, en fait, d'organisation atteint qui va naître en Europe à cette période-là. Et très souvent, d'ailleurs, pour les intellectuels allemands de la fin du 19e et du début du 20e, la toute-puissance organisatrice allemande, elle est souvent mise en opposition avec l'individualisme et le libéralisme anglais qu'on a à l'époque, pour justement mettre d'un côté les Anglais, mettre de l'autre côté les Allemands qui sont supérieurs, qui ont trouvé la meilleure manière d'organiser la vie des gens. Et le côté individualiste, libéral des Anglais, c'est plutôt vu comme une forme un peu arriérée d'organisation sociale. Alors que les Allemands, eux, via la communauté du peuple, via l'organisation, via le côté état de fonctionnaire, etc., eux, ils ont trouvé en fait le bon moyen d'organiser les choses. Et là où c'est important, c'est qu'il y a une vision très nationaliste en fait qui est sous-jacente à ça. Et tu as une vision où on est les meilleurs, nous, chez nous, pour l'organisation, mais on est aussi potentiellement les meilleurs pour organiser le continent européen dans sa globalité, quoi. Et en tant aussi que force révolutionnaire, en ayant justement cette nouvelle vivacité, cette nouvelle primauté intellectuelle sur le libéralisme et l'individualisme anglais à l'époque, bah, c'est justement un peu comme les révolutionnaires français avaient réussi à dégager l'ancien régime, les aristocrates, et bah, du coup, le point de vue des intellectuels allemands à cette époque-là, c'est de faire la même chose, en fait, c'est de dégager l'ancien régime, et pour eux, l'ancien régime, c'est justement le libéralisme. Donc il y a vraiment
il y avait vraiment deux gros courants comme ça qui vont s'affronter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour certains intellectuels, quand on va arriver dans le plein cœur de la Première Guerre mondiale, il y a des intellectuels allemands qui vont un peu jubiler parce que pour eux, la guerre, hein, donc c'est un peu la manière dont l'Allemagne va prouver à l'Europe, hein, que déjà d'un point de vue purement guerrier, elle est plus forte que les autres, hein, et aussi d'un point de vue purement économique et organisationnel, elle est beaucoup plus avancée que les autres pays. Donc il y a beaucoup de socialistes, beaucoup de nationalistes allemands qui arrivaient dans la Première Guerre mondiale. Eux, ils voyaient la guerre comme la manière de vraiment souder la communauté du peuple, hein, le Volksgemeinschaft, hein, et vraiment prouver au monde que leur système était supérieur, quoi. Et il faut voir derrière ce que vont des... T'as même beaucoup de penseurs, t'as des penseurs, et ça, Hayek, on en parle bien, t'as des penseurs socialistes allemands, faut voir comment ils sont devenus ultra bellicistes, hein, en pleine guerre, quoi. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Des penseurs comme Spengler, qui sont réputés comme étant des grands socialistes, etc. Quand C'est tu vrai lis qu'on ce nous qu'ils... vond rarement la Première Guerre mondiale comme une guerre idéologique. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, on nous la vend souvent comme ça, comme une guerre un peu idéologique, mais on n'aborde pas trop ce sujet par rapport à la Première Guerre mondiale. C'est assez intéressant. Si Ouais, je ouais. peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, si on essaye de redescendre un peu sur Terre et de comparer ça à quelque chose qu'on peut comprendre plus facilement aujourd'hui, si vous regardez par exemple la culture très étatiste qu'on a en Chine par rapport à l'histoire occidentale de ces institutions, etc., c'est un peu le affrontement. C'est cette idée de dire finalement on va réussir à créer de la puissance à travers l'État d'un côté, à travers le fait que tout le monde va être enrégimenté vers un destin commun, un sentiment d'appartenance, un mythe national, etc. Et d'un autre côté, une société plus libérale, individuelle, où c'est la force entrepreneuriale, créative, les libertés humaines qui vont, dans le grand bouillonnement des choses, permettre de développer de la puissance et des choses fonctionnelles. C'est un peu, à 100 ans d'écart, c'est un peu l'opposition qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, GG, la Première Guerre mondiale, c'est une anomalie historique. C'est-à-dire que c'est un truc, tu as toute l'Europe qui se développe énormément à la suite de la seconde révolution industrielle. Il n'y a pas forcément de conflit idéologique majeur. Alors que la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on la présente souvent comme ça, mais on pourrait arguer que la Seconde Guerre mondiale, c'est plus la conséquence de la situation économique qui a été créée par la Première Guerre mondiale, et je pense dont on va parler plus tard. Alors que effectivement, pour les historiens, la Première Guerre mondiale, et je pense que Ulrich en parlera beaucoup mieux que moi, c'est quelque chose qui est pas forcément explicable pour des raisons et des déterminations socioculturelles. C'est-à-dire que fondamentalement, les gens vivent pas mal. On n'est pas dans une période où tu as envie de trouver des boucs émissaires et d'aller piller le voisin pour t'en sortir. Là où, effectivement, dans les années 30 et dans ce qui mènera à la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être un peu moins idéologique qu'on voudrait le croire, et les idéologies ont bon dos. Elles ont surtout servi à permettre, dans le contexte de la démocratie, à des gens d'arriver au pouvoir, mais les déterminants socio-économiques de la guerre sont un peu plus évidents, je trouve. Ouais, totalement. Alors c'est vrai qu'on va pas aller là. Je pense pas qu'on va aller dans ce niveau de détail dans ce live sur les causes réelles de la Première Guerre mondiale, mais c'était, comme tu dis, c'était surtout un fiasco du système d'alliance qui a été mis en place à partir des années 1880, 1890, hein, où justement, une fois la guerre franco-prussienne terminée de 1870, l'Allemagne s'est retrouvée tellement isolée au centre de l'Europe, hein, que ça a entraîné un effet de cascade d'alliance qui aurait pas dû voir le jour dans l'ancien modèle qui était celui du Congrès de Vienne de 1815, hein. Mais par la faillite de la géopolitique bismarckienne, par la faillite aussi de la géopolitique française, etc., par la position de la Russie aussi qui était très particulière. Enfin, il y a un système d'alliance qui s'est mis en place, et malheureusement, un système d'alliance surtout verrouillé, où on pouvait y rentrer, mais une fois qu'on était dans une alliance, on pouvait plus en sortir, quoi. Ouais, c'est une grosse faillite géopolitique plus que sociale et culturelle, économique, comme tu dis, ouais, carrément. Ouais, non, j'allais dire, tu vois, je pense que on a pas mal posé le contexte. À la limite, Mm. ce qu'il faudrait peut-être aussi rappeler, c'est qu'effectivement, au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois, l'Allemagne ont fait énormément d'inflation pour financer l'effort de guerre. On arrive en 1918 avec l'armistice, en 1919 le traité de Versailles. Des réparations gigantesques sont imposées à l'Allemagne, 132 milliards de mark or à l'époque, ça représente une somme absolument colossale. On est dans un esprit de revanche complet. Les Anglo-Saxons, donc d'un côté les Américains et les Anglais, essayent d'être assez diplomates. Les Français insistent pour que les réparations soient monstrueuses, entre guillemets, mais ce qui peut se comprendre vu la boucherie que ça a été, et les pertes qu'ils ont subies, etc.
Et d'ailleurs, à l'époque, Keynes écrit un petit ouvrage qui s'appelle Des conséquences économiques de la paix, où effectivement il dit, et c'est peut-être une des seules réflexions intelligentes qu'il a eues dans sa vie, si on impose un tel tollé à l'Allemagne, si on l'endette à ce point-là, on pourra jamais faire la paix finalement, parce que on va détruire la nation allemande et entre guillemets, si je schématise énormément, du tiers-monde, on peut pas faire ça et fondamentalement, ça va déstabiliser l'équilibre qui existe en Europe et ça va avoir des conséquences qui vont s'étaler sur le temps long. Et en fait, on se retrouve après dans une succession d'événements qui va nous mener directement au sujet en question. Mais juste pour rappeler, voilà, ce point, je pense, qui est assez important, qui est que souvent on dit que l'hyperinflation allemande, elle est complètement causée par les réparations, mais ça commençait déjà en fait à l'époque déjà en 14 en fait. En 14, c'est vrai que l'Allemagne, c'était l'un des seuls belligérants qui n'a pas forcément fait de grands emprunts nationaux auprès de sa population, etc. Ils se sont endettés plus que les autres nations pour financer la guerre. Ils ont imprimé d'ailleurs plus que les autres nations et je crois qu'il est revenu Théo. Donc vas-y. Et si tu veux, globalement, l'Allemagne, ils pensaient gagner la guerre très rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont pensé faire dès le début de la guerre avec le plan Schlieffen. Ils pensaient prendre Paris en quelques semaines, ça n'a pas été le cas. Et ils ont gardé en fait. Parce que les Français pensaient ça également. Ouais, mais nous, on a une manière d'aborder la guerre d'un point de vue purement financier qui était un peu plus intelligente que les Allemands, et les Britanniques ont également eu une manière plus intelligente de voir les choses, quoi. Nous, on n'a pas trop fait, enfin, on a fait marcher la planche à billets, mais on a surtout fait de l'emprunt national, on a demandé aux Français de donner leur or, etc. Côté allemand, il n'y a pas eu ça. C'était une obligation de donner l'or ou c'était sur la base du volontariat? En base du volontariat, très très forte incitation, on va dire. Donc ils achetaient l'or au-dessus du prix du marché, c'est ça? Ouais, puis tu avais en fait des bons des bons de guerre, hein. Donc des sortes d'obligations d'État françaises particulières qui permettaient en fait aux Français de financer directement l'effort de guerre, quoi. De mettre une partie de leur... C'est même encore plus pernicieux que ça, parce que en fait, tu avais énormément de contrôle de capitaux, etc., justifiés par la guerre. Et donc, fondamentalement, ce qu'on disait, c'est en francs, on va te rembourser, enfin, on va te payer des obligations qui vont avoir un intérêt très important. Le franc était censé être indexé à l'or, mais parce qu'il fallait supporter l'effort de guerre avec beaucoup de propagande, etc., tu n'avais pas le droit d'échanger tes francs contre de l'or. Mais les gens, à l'époque, considéraient qu'un billet de 20 francs, ça valait un certain point en or. Donc, il y avait une sorte d'illusion où, quelque part, on a induit la population française à mobiliser son épargne en or et en épargne fiduciaire, dans un contexte où ces gens-là pensaient que voilà, l'indexation sur l'or allait rester et que c'était juste quelque chose de temporaire qui avait été fermé pendant la guerre. Quelque chose de temporaire qui a été fermé pendant la guerre et au final qui est resté de manière pérenne, quoi, après la guerre. À la fin de la guerre, par rapport à ce que dit Théo, c'est vrai qu'il y a des pays qui vont retenter de revenir à l'étalon or. C'est le cas par exemple de l'Angleterre. C'était un peu artistique d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais ils ont tenté de le faire, ils l'ont fait. Et l'Allemagne, malheureusement, comme disait Théo, vu les réparations de guerre qui ont été imposées par la France sur l'Allemagne, donc 135 milliards de mark or à rembourser, bah, d'un point de vue purement monétaire, c'était quasiment impossible pour l'Allemagne de revenir en fait partiellement ou même totalement à un marque qui était adossé à l'or, quoi. Désolé, j'ai des grosses interruptions, mais vraiment le point, c'est juste de dire que voilà, il y a eu dans tous les cas, tous les pays belligérants ont suspendu la conversion de l'étalon or. Certains, comme tu disais, ont essayé d'y revenir. Les Anglais d'ailleurs avec des conséquences terribles et de manière assez artistique, comme tu disais. Mais les gens à l'époque comprenaient pas, parce que ça faisait 50 ans que ça fonctionnait comme ça, et donc tu pouvais rug pull la population pour payer l'effort de guerre de manière différente. Et effectivement, si tu regardes même ne serait-ce que l'inflation entre 1914 et juste à la fin de la guerre, avant même que les réparations puissent avoir des conséquences vraiment très importantes en Allemagne, tu as une multiplication des prix par 10. Le mark allemand, en 1914, il vaut à peu près 4 $. En 1920, il vaut 40 $. Ouais, donc déjà pendant la guerre, on a déjà une augmentation des prix qui est assez importante. Donc il y a déjà eu un x10 en inflation pendant la guerre en Allemagne, c'est ça? Ouais, de toute façon, quand tu prends l'inflation allemande du marque papier, parce qu'on parlait du marque or, mais après tu as le papier marque, donc le marque papier. Et en effet, tu as la première phase d'inflation, c'est 1914-1919. Hein. Donc c'est le début de la guerre jusqu'à l'avènement de la République de Weimar.
Et là, en effet, comme dit Théo, tu as une augmentation des prix qui est importante, mais qui est pas comparé à ce qui va suivre, ça va encore, j'ai envie de dire, toi. Donc, Ouais. c'est ça le pire. C'est ça le pire. Et après, de toute façon, la Première Guerre mondiale, bon, l'Allemagne perd. Le traité de Versailles est extrêmement mal fait dans le sens où, en effet, c'est pas une paix qui est signée, c'est plutôt une trêve. Hein. D'ailleurs, Ferdinand Foch disait bien que le traité de Versailles, c'était seulement une trêve pour 20 ans, que la guerre allait revenir tellement la paix a été mal faite. Et faut voir aussi, je sais pas si vous voulez encore parler de la Première Guerre mondiale en tant que telle, mais la dernière chose que j'aimerais dire sur la Première Guerre mondiale, et surtout sur l'organisation que l'Allemagne a eue pendant la guerre, c'est que tu as eu justement cette collectivité, cette économie qui a été collectivisée fortement en Allemagne, plus que dans les autres pays. Tu as même eu des plans de guerre comme le plan Hindenburg en 1916 qui a totalement collectivisé l'économie allemande, où justement c'était l'État et les fonctionnaires allemands qui dictaient aux producteurs quoi produire, où allouer le capital, etc. Et on avait déjà atteint un niveau de socialisation, de collectivisation de l'économie qui était déjà très très avancé en Allemagne pendant la guerre, quoi. Donc il y a déjà un peu ce petit test qui a été fait et dont certains vont s'inspirer bien plus tard, malheureusement. Donc c'était déjà en germe, quoi. Et c'était en germe depuis Bismarck, cet idéal d'organisation ultime de l'économie. D'accord. Et du coup, si tu veux qu'on passe direct à peut-être expliquer comment la République de Weimar a été parachutée, si j'ai bien compris, par les Alliés, c'est ça? La paix a été mal faite, et en effet, l'une des conséquences de la paix, ça a été, je dis une des conséquences, ça a été l'autodétermination des peuples, donc l'éclatement total de tous les empires centraux, sauf l'empire allemand. Donc ça, ce qui a été, du point de vue français, une grosse connerie, je pense, d'avoir laissé passer ça pendant le traité de Versailles. Et l'une des conséquences, c'était d'imposer en Allemagne un régime politique qui était à l'image des Alliés, donc un régime démocratique. C'est pour ça que la petite intro qu'on a fait juste avant, elle est importante, parce qu'on comprend que la République de Weimar, en tant que régime démocratique, parlementaire, en plus avec un système de proportionnel, donc vous imaginez bien le bordel démocratique que ça devait être, c'était totalement en inadéquation avec l'ADN allemand de l'époque, qui était plus vraiment collectiviste et très nationaliste. Donc ça, c'est important de le savoir. Et la République de Weimar, elle est née très très difficilement. Tu as eu le premier président, donc c'était Friedrich Herbert, qui lui était issu du parti social-démocrate allemand à l'époque, ce qu'on appelait le SPD. Et lui, le début de Weimar, il est très compliqué parce que déjà, là, il y a une bonne partie de la population qui n'accepte pas la République. Il faut aussi s'imaginer que la République, elle va naître en novembre 1919, où le traité de Versailles n'est pas encore forcément finalisé. D'ailleurs, on n'a pas encore fixé les montants totaux des réparations que l'Allemagne va devoir aux Alliés. Le montant total, il est fixé en 1921. Et tu as encore en 1919, une bonne partie de l'année, tu as la flotte britannique, la Royal Navy, qui maintient encore son embargo sur l'Allemagne. Donc économiquement, c'est un gros bordel. Même si on n'est plus dans la guerre, on a toujours une situation qui est très particulière. Et surtout, en Allemagne, les premiers temps de Weimar, et ils sont très très particuliers parce que tu vas avoir deux grandes forces politiques qui vont s'opposer au SPD. Tu as d'un côté le mouvement communiste révolutionnaire. À l'époque, c'est la Ligue spartakiste. Hein. Ce sont les communistes qui vont tourner autour de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui sont deux figures révolutionnaires allemandes communistes très très importantes, hein, qui vont tenter de faire un coup d'État en fait en 1919 contre la jeune République de Weimar. Et le SPD, donc les sociaux-démocrates allemands, eux, ils vont réprimer cette tentative de révolte communiste dans le sang, puisqu'ils vont même faire appel en fait à des nationalistes allemands, des corps francs allemands à l'époque, hein, ce qu'on appelle en allemand les Freikorps, hein, donc qui étaient composés de milices paramilitaires d'extrême droite nationalistes, des anciens soldats de 14-18 côté allemand, qui eux vont avoir une influence très importante aussi dans la jeune République de Weimar, parce qu'ils vont sauver la République en 1919. Et un an plus tard, ils vont eux-mêmes tenter de faire un putsch, ce qu'on appelle le putsch de Cap, hein, et après ils seront eux-mêmes dégagés par les sociaux-démocrates de manière d'une main de fer, quoi. Donc la République de Weimar, si tu veux, c'est ça, c'est un système démocratique très particulier qui a une naissance qui est très très violente parce que t'as les communistes, t'as les nationalistes d'un côté et de l'autre, hein, et tu vas avoir au pouvoir du coup ce premier président Friedrich Herbert qui lui va vouloir essayer de conjuguer un peu tout le bordel, essayer de plaire aux nationalistes, essayer de plaire aux communistes et surtout ne pas se mettre à dos tout le centre politique allemand. Et le centre politique allemand, c'est un centre qui est composé de plusieurs partis.
Alors, je vais pas tous les énumérer, etc. Mais pour vraiment apaiser tout le monde, ils vont mettre en place une politique socialiste, en quelque sorte. C'est-à-dire, on va essayer de se mettre les ouvriers de notre côté, on va essayer de dénoncer un peu le traité de Versailles pour plaire aux nationalistes. Les communistes, on va essayer de, voilà, on va les laisser leur créer leur propre parti, le KDP, pour qu'ils puissent eux aussi avoir leur représentation. Et par exemple, tu vois, dès le début de la République de Weimar, pour contenter tout le monde, ils vont commencer à faire marcher la planche à billets de manière assez frénétique. Par exemple, ils vont faire passer de grandes mesures sociales pour essayer de ramener vers eux, vers le, vers le SPD, les ouvriers allemands. Donc, c'est la journée de 8 heures qui va être, par exemple, votée au tout début de la République de Weimar par les sociodémocrates. Et bah, tout ça, ça va être fait à coup d'argent magique, quoi. À coup d'argent magique à fond, à fond, à fond. Et ça va commencer à mettre un peu sur les rails le gros chaos qu'il va y avoir en 1923, quoi. Donc, et tout ça naît d'une naissance de la République qui est très très compliquée politiquement. Mais effectivement, la République de Weimar, c'est un truc qui est complètement instauré, qui n'a aucune continuité vis-à-vis de ce qu'était l'État allemand avant. Et c'est un bordel pas possible. Tu as 5 gouvernements en l'espace de 2-3 ans. Tout le monde essaye de créer des coalitions. Tu as d'un côté la révolution bolchevique en Russie, qui fait que dans beaucoup de pays d'Europe, tu as des communistes qui montent très très fort et qui font peur à tous les mecs un peu centristes, socialistes, etc., qui essentiellement est national, voire nationaliste à la base. Donc c'est quasiment impossible de composer avec tout ça dans un contexte où en plus il y a plus de fric dans le tiroir caisse. C'est-à-dire que dès 1919, bah, tu as, comme tu disais, les régions qui sont industriellement les plus importantes, parce qu'il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup de richesses dans la Ruhr et dans les pays, enfin dans les régions qui vont être cédées du fait du traité de Versailles. Donc les mecs, ils ont une perte de revenus. Et ils veulent créer un État social, donc dépenser plus, alors qu'ils ont de moins en moins d'argent, dans un contexte où, en plus, il faut essayer de réconcilier la girafe et l'hippopotame et promettre des trucs qui sont complètement incohérents à plein de gens. Et c'est pour ça que tu as une sorte de valse de gouvernement qui s'arrête pas et où tu n'as aucune stabilité politique dans toute cette période de 1919 à 1923. Et d'une certaine manière, ça explique en grande partie aussi l'hyperinflation, c'est-à-dire que on y reviendra après, mais à partir du moment où effectivement tu as une sorte de déliquescence de l'État et de ce qu'était l'Allemagne telle qu'elle a été construite par Bismarck, comme l'expliquait Ulrich avant, bah, tout est possible, tout doit être fait, et c'est un peu comment dire, c'est un peu de la politique extrême qui n'a pas de limite et aucune notion de bon sens. Mais d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien un peu le contexte historique, donc du coup, ça a été la première république allemande, et donc elle a été parachutée par les Alliés qui avaient gagné la guerre. Donc déjà, je pense que ça, c'était pas forcément une bonne idée. Aussi, je crois qu'il y a eu un putsch communiste en 1919, c'est ça, qui a failli réussir d'ailleurs. Donc les communistes ont failli prendre le pouvoir. Et ensuite, ça a été les national-socialistes, je crois. C'était quoi? C'était en 1921 que Hitler Ouais, c'est ça, en s'était fait. arrêté. T'as eu j'en parlais tout à l'heure, c'est la révolution spartakiste, donc de Ah, Luxembourg et de Liebknecht. Donc, c'est la révolution hmm. communiste. Et le putsch des nationalistes, un an plus tard, c'est le coup d'État de Kapp, qui est pas le coup d'État que fera Hitler en 1923 à Munich, qui est encore un autre truc. Donc là, c'était vraiment les vétérans allemands, les corps francs, en fait, qui ont tenté de prendre le pouvoir à Berlin directement en 1920, mais qui ont pas réussi. Parce que justement, la jeune République de Weimar a réussi à mater ces deux rébellions, parce que bah ils ont maté ça comme la Prusse aurait maté ça avant, dans leur vieil ADN allemand de mater ça dans le sang très rapidement. Et donc, du coup, si je comprends bien, il y a une espèce de chaos politique total. Et du coup, en fait, les mecs qui tiennent la République de Weimar, c'est un peu de la surenchère pour essayer de se légitimer. Ils vont essayer d'utiliser la planche à billets pour donner encore plus d'avantages à la population et pour pouvoir peut-être légitimer encore plus leur rôle. Donc, je pense que le fait que ce soit un chaos politique, ça n'ait pas aidé le Schmilblick et que eux, ils ont voulu faire appel à des politiques collectivistes pour essayer de gagner peut-être des points de sympathie de la population face à ces dangers qui montaient à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça, totalement, parce que t'as les communistes qui sont très populaires chez les ouvriers, mais les ouvriers sont aussi très nationalistes, donc du coup, ils sont aussi attirés par les collectivistes de droite, etc. Faut bien se rendre compte que les différentes élections législatives que t'as en 1919-1920 en Allemagne, tous les pays, enfin, tous les
partis qui sont élus au Reichstag, ce sont que des partis socialistes, en fait, de différentes obédiences. T'as même les partis centristes comme le Zentrum ou le DDP, eux sont socialistes, hein. Le seul parti libéral qui existe à cette époque-là, c'est le DVP, donc le parti national libéral, qui est, alors je dis libéral avec beaucoup de guillemets, hein, c'est libéral à l'allemande, hein, donc c'est encore très interventionniste, hein, mais eux, ils font 5%, quoi. 5 à 10% des voix, mais pas plus, quoi. Donc c'est le seul parti libéral. Et tout à l'heure, quand Théo, avant que ça coupe, parlait de Stresemann, donc Gustav Stresemann, qui lui sera celui qui mettra fin plus tard à l'hyperinflation, lui vient justement de ce parti, quoi. Libéral, mais qui est ultra minoritaire pendant Weimar. Les autres partis, c'est que des différentes obédiences socialistes, hein. Faut aussi savoir, et ça j'en parlais tout à l'heure, on est sur un système à proportionnel. Donc le système à proportionnel, c'est très différent du système que nous on peut avoir en France aujourd'hui. On est sur des listes nominatives, hein, pour les élections législatives. Et quand tu as un suffrage proportionnel, bah, c'est un peu comme ce qu'on vote pour les élections européennes. Tu as tous les partis de France et de Navarre qui peuvent se présenter, et un parti, même le parti des petits chats, il peut envoyer des députés au Parlement européen, tu vois. Et sous Weimar, c'est ça. T'as un système à la proportionnelle, et tu peux avoir t'as une constellation de petits partis socialistes qui vont envoyer tous leurs députés au Reichstag. Donc, par exemple, tu vas avoir le Parti socialiste ou le Parti des travailleurs de Schleswig-Holstein, tu vas avoir le Parti des agriculteurs de Bavière, etc., tous socialistes qui vont envoyer tout ce petit beau monde-là au Reichstag, quoi. Donc, t'as vraiment un bordel politique qui est assez impressionnant, ouais. Et en effet, le SPD, qui est le parti au pouvoir, qui est un social-démocrate, hein, eux, ils vont essayer de vivoter dans tout ce petit bordel, et ils vont faire passer la journée de 8 heures, ils vont reconnaître les syndicats, les conventions collectives, ils vont essayer d'améliorer les assurances maladie, le chômage, les retraites, etc. à l'époque, quoi. Dans la droite lignée de ce que Bismarck faisait en 1880, pour justement essayer de calmer un peu tout le monde et acheter en fait la paix. C'est ça en fait, ce sont des politiques sociales collectivistes qui ont un seul but, c'est d'acheter la paix et d'apaiser les ouvriers, d'apaiser les travailleurs allemands pour que la République de Weimar ait un petit souffle, quoi. Ok, donc là, ça c'est un des posters du SPD de l'époque. Donc on voit c'était anti-royaliste, anti-national-socialiste et anti-communiste, hein. Donc c'était comme ça qu'ils faisaient leur marketing, c'est intéressant. Ouais, totalement. Et puis il y a une chose aussi qui est super intéressante, parce que on peut faire plusieurs lectures en fait de l'hyperinflation qu'il y aura en 1923. Tu as la lecture où justement on va avoir plein de programmes sociaux qui vont être mis en place par le SPD pour apaiser l'Allemagne. Et tu as aussi une autre lecture qui est assez marrante, parce qu'en en fait elle implique directement la France, hein. Comme quoi on n'est pas non plus non plus super clean dans l'histoire, hein. On disait tout à l'heure que la France exigeait des réparations payées en marque or, hein. Là déjà, ça c'était dur pour l'Allemagne. Et on a aussi, tout début de l'année 1923, quand on commence à voir justement l'effet de l'inflation arriver en Allemagne, les Belges et les Français vont rentrer dans la roue, hein, et commencer à occuper les industries, les entreprises et le territoire. Et à l'époque, le SPD, donc au pouvoir en Allemagne, eux, ils vont inciter les ouvriers de la Ruhr. Donc la Ruhr, c'est une région, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région très très fortement industrialisée, industrielle de l'ouest de l'Allemagne, qui est pas très loin de la Belgique. C'est tout ce qui est le long du Rhin. Donc c'est plein de villes qui aujourd'hui font 1 million d'habitants que personne ne connaît, Düsseldorf, Dortmund, etc. Donc toute la vallée du Rhin, très industrielle. Et donc là, la France a envahi cette partie de l'Allemagne. Donc après avoir pris la Lorraine et l'Alsace, qui étaient donc des terres très fertiles où il y avait quand même beaucoup d'économies, ils ont envahi d'autres parties de l'Allemagne du coup? Ouais, alors ils ont pas envahi ça en mode gratos, on arrive, on vous prend les trucs, enfin on vous prend votre territoire les gars. Non, c'est juste qu'en fait l'Allemagne commençait à plus pouvoir payer de manière convenable les réparations de guerre. Donc du coup les Alliés ont commencé, enfin la France surtout a commencé à rentrer en Allemagne pour exiger justement une reprise du paiement des réparations, et voilà, a commencé à mettre un peu les pieds dans le plat. Et on a eu à l'époque d'ailleurs le SPD de Friedrich Herbert, qui lui va inciter les Allemands de cette région-là, les ouvriers, à faire de la résistance passive, c'est-à-dire de faire une sorte de, comment dire, à pas bosser comme ils devraient bosser, à pas forcément réparer les machines, à faire des mouvements de grève, des mouvements de grève généralisés, etc. dans la Ruhr, pour justement faire chier un maximum les Français et les Belges.
Et quand tu lis des bouquins comme le When Money Dies de Ferguson, lui il va expliquer que justement ça, c'est l'une des causes de l'hyperinflation, parce que quand tu as un État qui va financer les grévistes, qui va financer des ouvriers qui vont pas aller bosser dans une région entière avec de l'argent qui sera imprimé juste pour ça, ça va être aussi l'une des causes de l'hyperinflation qui va arriver. Sachant que, pour vous donner une sorte de petit cadre chronologique, la France et la Belgique commencent à occuper la Ruhr en janvier 1923, et le mouvement hyperinflationniste, on va l'avoir en août, et il sera arrêté en novembre de la même année. Donc ça va très très vite en fait. En quelques semaines, ça commence à aller vite. Donc c'est possible de faire un lien entre le fait que donc les ouvriers aient commencé à saboter leur travail dans l'usine et l'arrivée de l'hyperinflation, quoi. Ouais, bah de toute façon, l'hyperinflation, c'est toujours l'impression monétaire qui est absolument pas contrôlée, qui est faite par la Banque centrale sans prendre conscience justement des conséquences que ça pourrait avoir. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, il y a toutes les politiques sociales du SPD qui vont jouer justement sur l'hyperinflation qui va suivre. Et tu as aussi justement cet épisode un peu particulier de l'entrée de la France en Allemagne et l'occupation d'une partie de l'ouest de l'Allemagne qui va jouer aussi énormément, quoi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu vois, la Ruhr et ces régions qui ont été occupées, c'est le poumon industriel de l'Allemagne. C'est là qu'on extrait le charbon, c'est là qu'on récupère l'énergie. Et en fait, vu que les Français sont plus payés parce que les Allemands disent « Ok, on n'a plus de thunes, donc on va arrêter de vous payer les réparations », ils vont servir directement en nature en occupant ces régions-là et en essayant de récupérer en nature ce qu'ils peuvent obtenir en guise de réparation. Et le problème que tu as, c'est que tu as tout l'appareil industriel allemand qui, lui, arrive à générer de la valeur ajoutée grâce à ces matières premières, à cette énergie, à toutes ces choses-là, qui en est sevré. Donc, entre guillemets, les Français, ils prennent genre 10 centimes sur chaque franc qu'ils sont censés récupérer sous forme de charbon, et ils privent l'Allemagne de la capacité à se redévelopper et à créer de la valeur ajoutée qui leur permettrait de pouvoir les rembourser. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu as à la fois la partie la plus riche du pays qui est occupée, et tu as le gouvernement central qui, lui, fait l'impression monétaire ad nauseam, quoi. Et peut-être aussi pour donner un point de contexte, alors je sais plus si c'est en 1921 ou en 1922, mais pour donner une idée, déjà même avant qu'on parte dans l'hyperinflation, genre complètement bananas, à l'époque, le budget de l'État est couvert par 10%. Enfin, la taxation représente 10% du budget de l'État. Donc, c'est-à-dire que même avant qu'on soit vraiment dans la phase d'hyperinflation complètement dingue, etc., on a 90% de déficit. Donc, c'est des chiffres qui sont… Enfin, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Même les pays qui aujourd'hui ont des problèmes inflationnistes dans, entre guillemets, notre mondialisation financière où tu as une liberté des capitaux, etc., ce qui n'était pas totalement le cas à l'époque, de toute manière, le ver était dans le fruit. C'est-à-dire que la manière dont les Allemands essayaient d'organiser cette situation avec les réparations, l'occupation de la Ruhr, cette nouvelle démocratie sociale, etc., de toute manière, c'était déjà complètement zinzin d'un point de vue finances publiques avant même qu'on voit les manifestations et les effets les plus, entre guillemets, les plus sévères quelques années plus tard. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on parle, tu vois, de la Première Guerre mondiale, etc. C'est-à-dire que on parle toujours de l'inflation de 22-23, et il y a tout le désordre politique dont on a parlé, etc. Mais en fait, cette inflation, ça a été créé essentiellement pendant la Première Guerre mondiale et toute la période de 19, 20, 21, avec, comme disait Ulrich, les désordres intérieurs et les conséquences extérieures qui ont complètement atrophié l'économie allemande et qui l'ont empêché de pouvoir se réorganiser et de fonctionner correctement. Et concrètement, qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase par rapport au fait qu'on parte d'un coup en hyperinflation totale, quoi? Bah, tu as plusieurs facteurs, hein. De toute façon, l'un des facteurs les plus importants qui va enclencher l'hyperinflation, c'est la perte de confiance que vont avoir les acteurs économiques dans la monnaie. Et quand les Allemands vont commencer à comprendre que justement leur épargne n'est pas protégée, que les prix ils voient, en fait, si tu veux, c'est pas comme nous aujourd'hui, l'inflation,
ça prend des mois, ça prend des années pour justement constater l'augmentation des prix. Il faut bien se rendre compte que quand tu vas arriver dans la moitié de l'année 1923, tout à l'heure je parlais de août 1923, mais ça commence dès mai-juin, tu vas avoir une augmentation des prix qui va être assez hallucinante. C'est-à-dire que dans le même mois, tu vas commencer à avoir des prix qui vont augmenter d'un tiers, voire même qui vont doubler en fait sur certains produits. Et quand tu commences à observer ça, bah, tu vas commencer doucement à perdre confiance en ta monnaie, toi en tant qu'épargnant, mais aussi les vendeurs, les producteurs vont même plus trop vouloir accepter cette monnaie-là, quoi. Et petit à petit, tu vas partir en cycle hyperinflationniste comme ça, quand la population n'a plus confiance en la monnaie, va retirer son épargne pour justement dépenser l'argent, parce qu'ils comprennent que c'est une très mauvaise réserve de valeur, et ils vont préférer s'en débarrasser et se lancer dans une sorte de frénésie d'achat de tout et n'importe quoi, qui sera meilleur à détenir que la monnaie en elle-même. Et ça, après, une fois que c'est parti, bah, c'est parti, quoi. Et ça peut aller En très fait, vite. c'est une sorte d'effet d'entraînement où, d'une certaine manière, genre, plus tu vas créer de l'inflation par impression monétaire, déficit budgétaire, etc., plus les prix vont augmenter, plus les gens, même s'ils n'ont pas de PhD en économie, vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à détenir de l'immobilier, détenir des actions, détenir des denrées désirées, détenir des denrées rares, etc. Plus les gens, du coup, décident de dump la monnaie pour garder des biens tangibles, plus ça accélère l'inflation. Plus le gouvernement, en voyant les prix augmenter, décide d'augmenter les salaires des fonctionnaires, de garantir les minima, d'imprimer de la monnaie, de combler les déficits, de créer des mesures sociales pour soutenir la vie des gens. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça crée systématiquement des courbes exponentielles, ces mécanismes d'hyperinflation. C'est parce que la cause rétroagit positivement sur les effets. C'est-à-dire que plus il y a d'inflation, plus le gouvernement crée d'inflation, plus les gens, par leur comportement, utilisent de nouvelles monnaies, plus ça crée d'inflation sur la monnaie qui a cours légal. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as une sorte de point d'inflexion où, à partir du moment où il n'y a aucun, c'est pour ça qu'on parlait de la situation politique, où il n'y a aucun homme politique fort qui est capable d'arriver, il faut tuer le problème dans l'œuf, et donc il faut quelque part trouver un moyen de rééquilibrer les finances publiques et de gérer l'impression de crédit. Oui, en fait, ils sont obligés de sortir de ce système-là et d'avoir des réponses drastiques. Parce que sinon, là, c'est une spirale qui est inarrêtable, quoi. Ouais, ils n'ont pas le choix de toute façon de sortir de ça, et parce que les gens, ils ont des impératifs du quotidien, quoi. Là, quand tu as une famille à nourrir, quand tu as un loyer à payer, etc., bah, tu dois trouver un moyen de subvenir à tes besoins. Et malheureusement, la monnaie ne remplit plus son rôle. Donc d'ailleurs, si tu veux, il y a plein d'anecdotes qui sont assez hallucinantes, hein, sur le cycle hyperinflationniste à Weimar. T'as un qui est cité par Ludwig von Mises dans un de ses bouquins, c'est les prix sont tellement instables, ils augmentent tellement rapidement que, par exemple, les ouvriers allemands qui étaient payés le matin même, ils venaient au boulot avec leurs femmes. Donc les madames accompagnaient monsieur au boulot. Le patron payait l'ouvrier le matin. L'ouvrier donnait directement son argent à sa femme, et sa femme courait dans le magasin le plus proche pour dépenser l'argent, en fait. Parce qu'on devait s'en débarrasser le plus rapidement possible, parce que tu as sur certaines journées de août 1923, tu vas avoir les prix qui peuvent doubler sur une seule et même journée. Tu as même des anecdotes qui sont assez hallucinantes, où tu as des mecs qui vont les manger au restaurant. Quand tu vas manger au restaurant, tu payes généralement à la fin. Bah là, en fait, tu payes au début avant de manger, parce que tu n'es même pas sûr, entre le début de ton repas et la fin du repas, si les prix ont augmenté ou pas, quoi. C'est hallucinant. Tu avais des situations en 23 où, par exemple, dans les usines, les ouvriers étaient payés en cash 3 fois par jour. Enfin voilà, c'était vraiment la monnaie brûlait, quoi. Dès que tu l'avais, il fallait t'en débarrasser, et tout autre denrée, tout autre bien de consommation était meilleur que la monnaie. Et C'est ça. t'avais, Donc, n'importe quel bien qui a une valeur intrinsèque était plus forte que la monnaie. C'est à ce moment-là, à peu près, qu'on est revenu sur une économie de troc, concrètement. ouais, t'as du troc qui commence à avoir lieu, parce qu'en fait, la monnaie forcément, elle sera plus demandée par les producteurs, par les marchands, par les vendeurs, etc. Parce que tu vois bien que enfin voilà, tu te fais avoir. Donc globalement, les fermiers, enfin tous ceux qui vont produire, hein,
directement, eux, ils vont pouvoir avoir la main sur ce qu'ils vont demander en échange du bien qu'ils ont produit. Donc, ils vont commencer à refuser la monnaie. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que la monnaie qui a cours légal, on la refuse petit à petit, et tu vas avoir, oui, en effet, le troc qui va revenir. Et tu as aussi plein d'autres choses, hein. Tu as la prédation, tu as le vol, etc., qui commence à revenir. La prostitution, elle explose à ces périodes-là. Et c'est ça qui est important, c'est que quand tu es en hyperinflation, tu as toutes les normes sociales, hein, donc toute la normalité qui va un peu qui va rompre en fait. Et on a des fois des anecdotes sous Weimar où t'as une balade par exemple, parce que t'as une petite dame là qui est chez le boucher, bah on pouvait par exemple échanger son manteau contre du jambon. Ça c'est un truc que tu pouvais voir, toi. C'est ça, c'est ce qui a marqué là-dessus, c'est qu'en gros, il échange ses services contre des denrées alimentaires. Et t'as un autre truc qui est assez fantastique, c'est la circulation des monnaies étrangères et tous les étrangers qui arrivent à Berlin, où en gros, Berlin, qui était déjà réputé comme étant une ville un petit peu libérée sur les mœurs, etc., depuis l'instauration de la République de Weimar, devient un énorme bordel à ciel ouvert où tu as des mecs qui débarquent des quatre coins de l'Europe avec un mois de salaire pour acheter des hôtels particuliers sur Kurfürstendammstraße ou enfin sur l'équivalent des Champs-Élysées ou des trucs comme ça, qui vont se payer des orgies fantastiques, qui vont vivre mais comme des princes alors que c'est juste des classes moyennes italiennes, françaises. Ouais, c'est ça, ouais. Dans les cycles hyperinflationnistes dans les pays, hein, ceux qui vont gagner, ce sont soit les débiteurs du pays en lui-même, parce que du coup, forcément, leur prêt vaut plus rien, donc plus facile à rembourser. Et les étrangers, ils ont énormément de facilité justement à venir dans le pays et à profiter. Et par exemple, dans le bouquin de Ferguson sur When Money Dies, pour reprendre un peu ce que Théo disait, tu as des exemples qui sont assez hallucinants. Tu as des Américains qui vont débarquer à Berlin, et avec $1, hein, juste $1, ils vont rentrer dans des cabarets et puis ils vont payer une tournée générale à tout le monde, toi. Il y a 150 personnes. Avec $1, ils arrivaient à faire ça. Donc tu te rends compte un peu le niveau de déconnexion. Il y a même des anecdotes qui racontent où tu avais des étudiants qui étaient à Berlin, donc étudiants, hein, donc tu n'es pas censé avoir plus d'argent que ça, mais par contre, tu es étudiant étranger. Donc ne serait-ce qu'avec l'argent que tes parents t'envoient en Allemagne, donc suffit que tes parents soient suisses ou suédois, etc. Et ben, tu avais des étudiants étrangers à Berlin qui pouvaient s'acheter leur appartement avec l'argent du casse-croûte, quoi. Enfin, c'est hallucinant. On a David qui est en ligne. Salut David, tu vas bien? Hey, salut tout le monde. Oui, vous m'entendez? Salut. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc toi, David, t'es un grand collectionneur de monnaie inflationniste. Oui. Est-ce Oui, que tu as des choses à nous montrer sur Weimar? oui, tout à fait. Le premier truc que je voulais mentionner, là, c'est par rapport à ce que Théo a dit tout à l'heure, par rapport au fait que la période d'hyperinflation en elle-même est très, très courte. Puis elle représente pas, c'est pas là, en fait, que tout le mal se joue. C'est créé par des facteurs qui sont avant. Puis aussi, il y a beaucoup de trucs qui sont incroyables, qui sont vécus bien, bien avant la période d'hyperinflation. Donc, la période d'hyperinflation fut assez courte. Et pendant des années avant, la vie était misérable. Et c'est quand on lit ce livre-là, c'est ça qu'on se rend compte. On avance dans le livre, c'est horrible tout ce qui se passe. Et là, à un moment, à la fin, on dit, ah, là, on est en hyperinflation. Là, on se dit, mais c'était quoi tout ce qu'il y avait avant? Ben, c'était de la haute inflation ou de l'inflation même moyenne. En anglais, on dit gradually, then suddenly, donc Exactement. petit à petit, et ensuite ça explose, quoi. C'est ça. Et pour l'anecdote, cette formule, elle vient d'Hemingway lorsqu'il décrivait la manière dont on finit bankrupt. Et d'ailleurs, Hemingway est allé en Allemagne et faire exactement ce que vous venez de dire, là. Et il est arrivé là avec genre j'ai plus le chiffre, mais quelque chose comme 9 $ ou 50 francs. En tout cas, il a passé toute la journée, puis il restait assez de francs à la fin de la journée pour profiter exactement du taux de change. Et donc, ça, le moment charnière où on tombe dans l'hyperinflation, c'est Bernold ici qui le définit dans son livre, qui est super intéressant, je vous le recommande. Ça s'appelle la substitution monétaire. Donc, c'est le moment où la masse monétaire n'est pas adéquate pour l'économie. Donc, c'est assez fou de se dire que la masse monétaire est tellement grande, mais tellement dévaluée qu'elle n'est pas adéquate pour l'économie. Donc, à mesure qu'on imprime
le total de la valeur de la masse monétaire baisse. C'est ça qui est un peu contre-intuitif et c'est là, selon Bernold, qu'on tombe en hyperinflation parce que c'est contre-intuitif parce que normalement, quand on parle d'inflation, c'est parce qu'il y a trop de monnaie. On sait tout ça. Il y a trop de volume de monnaie trop gros pour l'économie, donc ça cause l'inflation. Mais quand on traverse le principe de substitution monétaire, et ce que ça veut dire, substitution monétaire, c'est que les gens se débarrassent de leur monnaie dès qu'ils l'ont pour n'importe quoi d'autres monnaies ou des biens. Donc, ce que ça fait, c'est que ça dévalue. En fait, la monnaie est sous-évaluée. Elle devrait valoir plus. C'est ça qui est un peu étrange. Donc, en période d'hyperinflation, la monnaie est littéralement sous-évaluée. Disons, un marque devrait valoir X. La population l'évalue comme X moins 10 parce qu'on a dépassé le seuil de la substitution monétaire. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment une période charnière qui s'appelle la substitution monétaire. C'est très bien écrit dans ce livre-là. Et donc, pour illustrer un peu ce que tu disais, pour ceux qui sont dans la crypto depuis un moment, etc., si vous avez vécu Luna, par exemple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, la baisse de la valeur du token a fait qu'on a dû en imprimer plus pour essayer de compenser une perte initiale de peut-être 10-15%. Et en fait, tu as ce point d'inflexion où, lorsque la confiance est complètement perdue, genre le gouvernement et l'action des agents fait que tout le monde dump, on print à l'infini, et tu peux créer autant d'unités que tu veux. Si personne ne valorise ces unités, ça ne vaut plus rien. Voilà. Exactement. Et pour conclure sur ça, un des trucs que Bernold dit dans son livre, c'est que souvent l'IMF n'utilise pas la bonne stratégie pour régler les problèmes d'inflation dans des pays. À certains moments, on devrait créer plus de monnaie pour avoir une masse monétaire adéquate pour l'économie. C'est peut-être un peu ce que Milei a fait, a été blâmé d'avoir créé plus de monnaie qu'il y en avait. C'est peut-être pour appliquer la stratégie que Milei propose. Donc, Bernold ici propose que quand on a de l'inflation modérée, il faut le régler en arrêtant d'imprimer de l'argent. Puis quand on a une inflation haute, il faut d'abord mettre assez de monnaie dans l'économie. Et là, pas de la monnaie, une autre monnaie. Il faut faire une réforme, il faut mettre de la monnaie assez pour que l'économie puisse fonctionner. Et après ça, on arrête d'imprimer de la monnaie, puis tout devrait bien aller. C'est ce que Bernold recommande. C'est peut-être ce que Milei a fait, mais moi, je suis pas économiste, je peux pas, je peux juste faire le parallèle. Désolé, c'est peut-être une très bonne transition. Je sais pas, Ulrich, par exemple, si tu peux nous expliquer un peu le Rentenmark. Ouais, le Rentenmark, c'est en fait quand on arrive à la fin de l'hyperinflation, donc là on est en novembre 1923, on a, juste pour vous donner une idée un peu du taux de change qu'on a du mark à l'époque, $1 équivaut à 1 trillion de marks, donc 1000 milliards de marks. Donc à un moment donné, le parti au pouvoir, donc le SPD, ils vont se dire bon, on arrête les conneries, on va nommer un nouveau chancelier. Donc le chancelier qui sera mis en place à l'époque, c'est Gustave, donc qui est peut-être d'ailleurs le meilleur chancelier de toute la République de Weimar. Et lui, il est resté uniquement 100 jours au pouvoir. Et pendant ces 100 jours, il a fait plusieurs choses, mais entre autres, il va arrêter le marque-papier et il va introduire ce qu'on va appeler le Rentenmark. Donc là, tu as une très belle photo là d'un des Rentenmark. Et quand il va faire ça, en fait, il va avoir une stratégie qui va être assez intéressante. C'est qu'il va dire, OK, on va mettre en circulation une nouvelle monnaie. Un Rentenmark, c'était l'équivalent, je crois, je crois que d'ailleurs c'était l'équivalent de 1000 milliards d'anciens marques. Et du coup, il va dire, et on va mettre en circulation 3 milliards 200 millions nouveaux marques, donc Rentenmark, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on va arrêter l'impression monétaire, on met ça en circulation, donc on inonde l'économie de 3 milliards 200 millions Rentenmark, et après, aucune impression monétaire par la suite. Donc c'est un peu ce que disait David, en fait, c'est une sorte de surimpression monétaire au tout début, pour vraiment inonder le marché, et après on laisse les agents économiques eux-mêmes donner un prix à la monnaie, etc. quoi. Et ça prend une fable. Hein? Ça prend une fable pour que ça fonctionne. Bernold dit souvent qu'une bonne réforme qui est pas acceptée va pas me fonctionner, puis une mauvaise réforme qui est mal faite, mais acceptée par la population va fonctionner. Donc, ça prend une fable. Puis dans le cas du Rentenmark, c'était basé sur des terres du Reich. Là. Il y avait comme quelque chose sous-jacent. Et c'est extrêmement bien raconté dans cette bande dessinée. Je vous la recommande. Le banquier du Reich, ça raconte exactement cette transition. Ouais. D'ailleurs, juste pour info, en allemand, Renten, c'est la rente.
Exactement. Donc le Ritenmark, c'est ça en fait. C'était une monnaie qui était adossée en quelque sorte à des biens industriels, à des actifs industriels et à des biens fonciers allemands. Pour redonner un peu de confiance auprès de la population allemande et surtout auprès des marchés étrangers sur la solidité et la solidité de la monnaie allemande, quoi. Mais après, bien entendu, c'était un peu de foutage de gueule, hein, parce que on peut pas avoir, enfin voilà, on peut pas adosser une monnaie sur des biens comme ça, C'est le quoi. même principe que les assignats, puis les assignats, ça n'a pas fonctionné. Ils avaient fait la même chose avec les assignats, c'était basé sur les terres de l'Église. Ouais, mais tu vois, par Exactement, exemple, mais ouais. ça finit toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ton or est parti, déjà, le peu de confiance qui restait dans la monnaie allemande, c'était de l'or qui avait été prêté par l'Angleterre à la Banque centrale allemande pour qu'ils essayent de restaurer la situation. Et quand il leur restait absolument plus rien parce que tous les capitaux quittaient l'Allemagne et donc du coup quittaient l'Allemagne, comme les assignats en France, la seule solution qu'ils ont réussi à trouver, c'est de dire, bon, bah, le seul truc qu'on a, c'est de la terre, donc on va baquer ça là-dessus. Et en général, c'est vraiment le signe que c'est terminé. C'est-à-dire que c'est un peu comme la prostitution, quoi. C'est à l'échelle individuelle, quand t'as plus rien, tu vends ton cul. À l'échelle nationale, quand t'as plus rien, tu vends ta terre. Comme Donc ça a Théo. été un échec, ce Ritenmark, on est d'accord? Non, ça a fonctionné. Non, Ça a non. fonctionné, c'est les assignats qui n'ont pas fonctionné. Et si vous me permettez, c'est très poétique, hein, c'est l'assignat français. C'est écrit dessus, la loi punit de mort le contrefacteur de 1 et de 2, la nation récompense le dénonciateur. Alors, tu peux expliquer ce que c'est qu'un assignat, s'il te plaît, donc, David? c'est basé sur c'est marqué le domaine sur les domaines nationaux. Donc, les révolutionnaires français ont saisi les biens des églises. D'ailleurs, ils ont fait de la monnaie de cloche aussi, je ne l'ai pas sous la main, mais à un moment, il manquait de pièces, donc ils ont saisi les cloches, puis ils ont fondu pour faire des pièces. Et donc, les assignats étaient basés sur les terres saisies par l'Église. Et ça, ben, comme ils en ont imprimé des milliards, peut-être des milliards, ils en ont imprimé des centaines de millions à tout le moins, et peut-être même des milliards de papiers comme ça. Donc, ça c'est parti. C'est la première hyperinflation officielle en passant. Mais pour revenir à l'Allemagne. Donc, si je comprends bien, ils ont plus ou moins tokenisé, si on veut utiliser un terme un peu moderne, ils ont plus ou moins tokenisé les terres du pays concrètement. Ouais, Mais ça fait partie d'une fable, je dirais. C'est ce que je disais tantôt, c'est une fable pour faire croire à la population que c'est solide. Oui, non, mais la tokenisation aujourd'hui, c'est une fable aussi. Hein. Peut-être, oui. Moi, je comparerais ça au fait que souvent, après des monnaies qui fail, qui brisent, souvent, on va rattacher des termes comme de l'or, comme souvent, en Hongrie, ils ont appelé leur monnaie après le forain, en référence au florin, pour le lien avec l'or. Même chose en Pologne avec le zlo, quelque chose. En tout cas, donc, souvent, quand les monnaies perdaient de la valeur, ils essayaient de faire un lien avec quelque chose de tangible. Et dans le cas des assignats, c'était les terres. Et dans le cas du Rentenmark, c'était la pension, comme disait Eric. Hey, si vous voulez, les gars, je peux juste rapidement vous montrer. Vas-y. Non, je voulais juste dire une chose, parce que ce que tu disais tout à l'heure, GG, c'est le Ritenmark, aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, ça n'a pas été une faillite en fait. C'était même plutôt un beau succès, parce que ça a permis de dégager, enfin de mettre fin à l'hyperinflation, et ça a permis de stabiliser l'économie allemande et d'entamer la deuxième partie de la République de Weimar de 1924 jusqu'à 1929, qu'on appelle les années dorées de Weimar, où tu as une stabilité monétaire qui est quand même assez intéressante et plutôt solide à cette période-là. Et le Ritenmark, c'est vraiment une monnaie de transition, il faut la voir comme ça, parce qu'elle a été mise en place à la fin de l'année 1923, et quelques mois plus tard seulement, on va avoir une nouvelle monnaie qui sera mise en circulation, qui est le Reichsmark. Et le Reichsmark, qui va remplacer le Ritenmark, lui, sera pas adossé à du foncier, à des actifs industriels, etc. Lui, il sera adossé en partie à de l'or. Donc un Reichsmark, et on avait je crois 300 grammes d'or, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça en fait, mais il y avait une partie qui était adossée à l'or. Ça a permis quand même de restabiliser financièrement le pays. Puis après, en 1924 aussi, tu as tout un plan de relance économique de l'Allemagne. Alors j'ai plus le nom là tout de suite, mais c'est un plan qui porte le nom d'un homme d'État américain qui a permis de remettre dans l'économie allemande en fait des capitaux étrangers américains pour relancer un peu le pays, et ça a permis justement une stabilisation. Donc il y a eu une espèce de bail-out, quoi.
Parce que quoi, à l'étranger, ils avaient peur d'une contagion, c'est ça? Ouais, non, puis en plus, l'Allemagne à l'époque, si tu veux, elle est tellement à genoux par l'hyperinflation et d'ailleurs le chancelier allemand que tu as à l'époque, Stresemann, lui, c'est lui qui va négocier d'ailleurs ce qu'on a appelé le plan DAWES, DAWES, avec les Américains, qui va permettre justement d'avoir un prêt de 800 millions de marks or des États-Unis, et il va aussi renégocier un rééchelonnement des réparations que doit l'Allemagne justement aux Alliés, et ça permet de relancer un peu la machine américaine. Donc je sais pas si c'est ce dont parle Théo, mais ok. J'en profite pour montrer d'où vient le marque or. Ça, c'est un marque, là, je sais pas si ça va être assez précis, mais ça, c'est un marque de 1874 d'environ 5 grammes d'argent. Donc, c'est à la formation de l'Empire, en fait. Donc, c'est ça, à l'origine, un marque, à l'origine de l'Empire, c'est 5 grammes d'argent. Et donc, ça vaut aujourd'hui une valeur, selon la valeur de l'argent, environ 5 $ US. Donc, ça part de là. Et comme Ulrich a dit, après, en 1914, il y a eu le paper mark. Il y avait une phrase aussi, je pense qu'on peut le lire là-dedans, là, que les Allemands disaient qu'un paper mark, c'était aussi fort qu'un gold mark. Là. Après, ils ont payé pour cette fausse croyance. Après ça, il y a eu le Renton mark. Et après ça, comme Ulrich a dit, il y a eu le Reichsmark. Ce que j'aimerais montrer dans les artefacts maintenant, c'est les notes Geld. Donc, quand il n'y avait pas assez de monnaie, comme la masse monétaire était trop petite pour faire fonctionner l'économie, il y a des villes et des entreprises qui faisaient leur propre billet. Et ça, c'est mon préféré entre tous. C'est une personne qui défecte un marque. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais le 1 ici, c'est vraiment quelqu'un qui défecte un marque. C'est fantastique. Et à l'arrière, c'est des prix d'hyperinflation. Donc, on a des prix de 1918, je crois, de 1913, puis des prix en 1921 de toutes sortes de denrées pour exprimer l'hyperinflation. Donc, ça, c'est vraiment un genre de mime qu'un artiste qui a été engagé pour faire ce notre guide-là. Et donc ça, c'était une ville ou un département? Oui, c'est une ville, c'est Itzeo. Je sais pas comment le prononcer, là, et cet artiste-là est assez connu. On a découvert sa maison récemment, qu'il avait caché tout le design de sa maison. Je sais pas si c'était à cause des nazis plus tard, que je sais pas. Il y avait ça un peu dans l'histoire, mais récemment, je sais pas, il y a 20, il est décédé, le monsieur, mais le genre 10-20 ans, il avait trouvé sa maison, puis c'était tout une espèce de design assez intéressant dans sa maison. Il y a notre ami cryptomancien qui dit le terme shitcoin prend tout son sens. Exactement. Quand je fais des présentations, je dis toujours que c'est le premier shitcoin. Et donc, ça, c'était un marque pour le note Geld, mais même il y avait des notes Geld de Pfennig. Le Pfennig, c'est comme des centimes de marque. D'ailleurs, c'est un autre truc qui est intéressant. Pfennig, ça vient de penny. Penny, ça vient de denier. Puis un denier, vous savez tout ce que c'est. C'est une pièce d'argent romaine comme celle-là. Donc, imaginez déjà l'inflation avant l'hyperinflation. On est passé de denier je sais pas moi, quelques dollars de valeur en argent d'aujourd'hui à des bouts de papier qui valent rien. Après ça, à des marques. Donc, voilà, c'est toute l'inflation sans l'hyperinflation. Et celui-là, ben, c'est plus tard, c'est en 1923, c'est 1 milliard de marques. C'est même pas un vrai billet, c'est juste c'est pas un billet émis par la Banque centrale, là, c'est encore un billet émis par une ville. Et tout ça culmine, les amis, à mon billet préféré, qui est le 5 trillions de marques. Et pourquoi c'est marqué billionen, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que billion en allemand, c'est comme billion en français, c'est après le milliard. Donc, on a million, milliard, billion en français. En allemand, c'est la même chose. Aux États-Unis, en anglais, c'est million, billion, trillion. Donc, ça, c'est des trillions comme on est habitué de. Donc, ça, trillion, des billets avec une unité en trillions, je crois que même au Zimbabwe et au Venezuela, on n'a pas vu ça, quoi. Oui, au Zimbabwe, il y a ça. Je l'ai ici, le fameux, le 100 trillions. Là, ça. Ah, il y avait 100 trillions quand même. Oui, ça, c'est le 10. Ça, c'est le 10 trillions. Donc, c'est l'équivalent. Même que celui de la Hongrie, j'ai le 1 million de trillions. Non, j'ai le 10 en gros, millions si on indexe ça au prix d'un marque que tu montrais argent tout à l'heure qui valait 5 $, ça équivaudrait à 25 trillions, quoi. C'est simple, en fait. C'est simple. Au top de l'hyperinflation en novembre 1923, un dollar, ça vaut 4200 000 milliards de marques.
alors que $1 en 1919, c'est 4 marques. Donc, tu as fait fois 1000 milliards en l'espace de 4 ans. Hey, C'est fou. c'est fou, hein? C'est fou de penser, tu dis le dollar vaut 4, le marque vaut, comment? Tu dis $1 vaut 4 marques, c'est ça que tu disais, Théo? C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il a dit. Hein? Ouais. Mais il faut penser qu'en valeur de l'argent, qui est une valeur plus stable, ben là, aujourd'hui, ça vaut 5 US, 1 marque, la pièce, mais en valeur de métal. Tu sais, donc, c'est intéressant. Le métal, il fluctue aussi. Ce n'est pas une mesure parfaite, loin de là. Quand même intéressant. Ce billet-là, il est sous blister. Il est rare, celui-là? Tu l'as acheté combien? Oui, quand même, j'ai cherché pendant des années des billets de trillions, billionen. Ça se vend plusieurs dizaines, peut-être centaines de dollars. Celui-là, c'est pas un billet de la Banque centrale, c'est un billet de la compagnie des trains. Donc, c'est une forme de note Geld. J'ai lu sur le sujet et à la fin, ces billets-là étaient plus acceptés parce que les gens avaient plus confiance dans cette entreprise-là que dans l'État. C'est très fantastique. Donc là, en fait, les entreprises privées commençaient et ainsi que les collectivités locales, les mairies, commençaient à eux à mettre en place leur propre marque, leur propre coupon, en fait. Voilà. Et en fait, c'est super logique parce que ils produisent des trucs tangibles. Quand tu es en hyperinflation, l'État, il sert à rien. Son seul pouvoir, c'est la violence, c'est la taxation. Alors qu'une entreprise, par exemple ferroviaire, qui peut te transporter d'un point A à un point B, un agriculteur qui vend des œufs pourrait mettre sa propre monnaie parce qu'il y a des choses tangibles contre lesquelles les échanger. Et donc, il y a quelque chose qui vient baquer cette monnaie. Les agriculteurs, du coup, sont tous devenus la classe dominante un petit peu de cette société pendant la période d'hyperinflation, c'est ça? Ouais, et puis t'as plein d'anecdotes là-dessus. Tout à l'heure, David en parlait, et puis ça fait un peu le lien aussi sur le précédent live qu'on avait fait sur Rome, c'est que quand tu vas comme ça dans un système inflationniste, en fait, toutes les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que tout ce qui va être basé sur la division du travail, la spécialisation des compétences, etc., tout ça, ça vaut plus rien, en fait. C'est-à-dire que sous Weimar, tu avais les professions libérales, les hauts fonctionnaires, etc. Eux, c'était les premiers impactés par l'hyperinflation parce que eux ne produisent pas de biens tangibles comme un agriculteur peut le faire ou comme un mécanicien peut le faire en réparant une voiture, tu vois. Donc sous Weimar, tu avais des agriculteurs qui étaient richissimes, hein, bien plus riches qu'un docteur ou qu'un haut fonctionnaire, et tu avais même des ouvriers spécialisés comme par exemple des mécaniciens qui étaient payés bien plus cher que le patron de leur boîte. T'avais vraiment c'était vraiment fluctuant de cette manière-là, et toute la normalité sur laquelle se base l'économie, tout disparaît, quoi. Et ça fait vraiment le lien avec le live sur Rome, parce que quand on parlait de sur Rome, on parlait justement de l'exode urbain, que la plèbe retournait à la glèbe dans les champs, etc. Et là, tu as à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir ne se retrouve plus dans les professions hautement spécialisées qui se trouvent dans les centres urbains, mais ça se trouve ailleurs, chez ceux qui vont travailler la terre, chez ceux qui vont vraiment pouvoir produire quelque chose qui va être vendu. Et c'est eux qui ont vraiment la puissance, et le pouvoir, parce que c'est eux qui vont aussi pouvoir demander quel type de monnaie ils acceptent et quel type de monnaie ils n'acceptent pas. Et l'une des caractéristiques aussi d'un cycle hyperinflationniste, d'ailleurs je crois que Ferguson il en parle dans son bouquin, c'est que tu as la loi de Gresham qui est un peu inversée, quoi. C'est-à-dire que la monnaie qui est imposée, qui a cours légal, qui est imposée par le pouvoir politique, t'arrives à un moment où la monnaie ne vaut tellement plus rien, c'est tellement le shitcoin national ou le Terra Luna que personne ne veut, que les acteurs économiques, même s'il y a un cours légal qui est imposé, eux ils s'en foutent, ils vont plutôt préférer un autre type de paiement. Et sous Weimar, tu l'as, hein, t'as des paiements du type troc qui vont revenir, et ce genre de choses, quoi. Et surtout, et là Théo en parlait tout à l'heure, et là c'est aussi une conséquence de l'hyperinflation, c'est que les Allemands aussi commençaient à accepter des devises étrangères et non pas la devise nationale. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser tout ce qu'il va y avoir de mieux autre que notre propre monnaie, c'est soit la monnaie du pays voisin, c'est soit un retour au troc. Et l'une des conséquences politiques que ça va avoir, c'est que sous Weimar, le SPD, donc le parti qui était au pouvoir, ils vont activer, je crois, l'article 48 de la Constitution de Weimar, qui est relatif à l'état d'urgence. Et ils vont, entre autres, faire un contrôle des capitaux sur les devises étrangères qui sont détenues par les citoyens allemands, pour justement les empêcher de payer avec, et surtout empêcher ces devises de quitter le pays. Et tu vas avoir comme ça des saisies qui vont être organisées sur les métaux précieux aussi qui sont détenus par les gens. Donc or et argent principalement.
Et Adam Ferguson, dans son bouquin, il en parle aussi, c'est que tu as même si tu veux, je crois que on a tous un petit collier avec une petite chaînette en or, etc. Tu vois, et tu avais même des producteurs qui acceptaient d'être payés uniquement avec un maillon d'une chaîne, d'un collier, pour te dire un peu le niveau de déliquescence du corps économique dans lequel on se trouvait à cette époque-là. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que forcément, quand tu arrives dans une tourmente politique, monétaire, économique aussi importante, tu as forcément pas très loin le contrôle des capitaux qui va être mis sur la table, et surtout la fin ou la forte restriction des libertés individuelles, et pourquoi pas malheureusement des fois le contrôle des individus, quoi. Tout à fait, Ulrich. Même à Rome, Dioclétien, c'est là qu'il a créé les castes héréditaires. Parce que justement, comme tu as décrit, les paysans ont commencé à refuser de se faire payer en monnaie romaine. Et puis pas juste les paysans, les soldats, plusieurs branches de métier. Et ce que Dioclétien a décidé de faire, a dit tu peux plus quitter ta terre, ton fils non plus. Et c'est là que les enfants des soldats sont devenus des soldats et les enfants de paysans sont devenus paysans. Ils étaient attachés à la terre ou à leur rôle, justement pour les obliger à accepter la monnaie d'État. Ça va jusque-là. Et deuxième point par rapport aux paysans, je tiens juste à rappeler pour ceux qui veulent un peu plus approfondir le sujet de la chute de l'Empire romain et de l'inflation à l'époque de l'Empire romain. On a fait une vidéo sur le sujet qui est sur la même chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Yes, puis pour Weimar, c'est pour les agriculteurs, les paysans, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix du marché mondial pour leurs intrants. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient obligés de vendre la moitié de leur récolte à un prix fixé par le gouvernement pour nourrir la population, et l'autre moitié, donc, au prix du marché. Mais même ça fonctionnait pas, puis parce qu'eux étaient obligés de s'approvisionner dans ce qu'ils avaient besoin au prix du marché, parce qu'ils avaient besoin de s'approvisionner ailleurs. Donc, au final, on peut pas, comme toujours, régler en imprimant de la monnaie, parce qu'éventuellement, on a besoin de faire du commerce extérieur pour certains intrants qu'on produit pas à l'interne. Donc, les paysans étaient confrontés à ça, de vendre leur production à des prix dérisoires puis de devoir s'approvisionner sur les marchés internationaux pour certaines denrées qu'ils avaient besoin. Donc, il y a ce problème-là aussi. Si tu me permets, Gégé, j'avais une petite liste d'anecdotes que j'aimerais passer. Carrément. Je laisse continuer. Le jingle, attention, c'est les anecdotes de David. Oui, les anecdotes d'hyperinflation de Weimar. Un des trucs que j'ai lu dans le fameux livre de Ferguson, c'est qu'ils étaient capables d'imprimer autant de monnaie que la masse monétaire totale en une journée, ou à peu près 2/3. Il y avait une phrase par rapport à ça. Il y avait 63 milliards de marques là, de masse monétaire, puis il disait qu'on allait être capable de générer ça, 2/3 de ça en une seule journée d'impression. Fait que ça donne un peu une idée de la vitesse. Concrètement, il pouvait doubler la masse monétaire en une journée, quoi. Oui, puis c'est pour ça aussi qu'il n'imprimaient pas sur le dos des billets. Hein. C'était pour accélérer la production. C'est vraiment pour ça qu'ils n'imprimaient pas sur le dos des billets. Un autre truc très intéressant, c'est qu'en Bavière, il y a un des gouverneurs là-bas de la province qui avait interdit la gloutonnerie, parce que les riches qui profitaient de l'hyperinflation, ils allaient se manger dans les restaurants, puis allaient manger jusqu'à en perdre connaissance, et pendant que des gens mouraient littéralement de faim dans la rue. Donc, pour régler ça, l'État, comme d'habitude, a mis une interdiction. Donc, il interdisait les gens de trop manger. Et attends, mais les imprimeurs, à l'époque, ils ont dû faire fortune, quoi. Les imprimeurs, je ne sais pas, mais c'est une des trucs que je voulais nommer justement, mais les industriels, eux, ce qu'ils faisaient, je pense que Théo ou Ulrich l'a mentionné tout à l'heure, mais dans le fond, ils prenaient de l'argent imprimé, ils empruntaient de l'argent imprimé, ils construisaient des usines, puis après ça, il n'y avait rien à rembourser parce que ils pouvaient rembourser, mais en nominal, donc la monnaie ne valait plus rien, donc c'était complètement, c'est l'effet cantillon sur stéroïdes, littéralement, il était près de donc, ils pouvaient. Et ça, c'était même discuté parfois. Et j'ai même déjà entendu Nicolas Dufresne, votre fameux économiste français, qui a déjà mentionné. Qui est anti-Bitcoin. Oui, qui a déjà mentionné qu'un des bons aspects de l'hyperinflation à Weimar, c'est qu'ils ont pu construire là, un beau gros secteur industriel. C'est vrai qu'ils ont pu le faire, mais c'est fascinant de penser qu'ils ont fait ça au détriment
tous ceux qui avaient de l'épargne, puis Mhm. littéralement de la vie des gens en les volant. Là. C'est ça qui se passe quand tu as de l'effet cantillon. Fait que lui, il disait, ouais, un des bons côtés, c'est que ça... Donc, cette citation-là m'avait beaucoup frappé, mais c'était un des points de vue à l'époque de dire, on peut pas faire réapprécier le marque, on peut pas arrêter d'imprimer parce que si le marque s'apprécie, les industries vont mourir. Et c'est un parallèle un peu qu'on peut faire aujourd'hui avec les entreprises zombies. Des fois, quand on essaie de contrôler l'économie comme ça au niveau du gouvernement, Ouais. ben on se dit, ouais, mais là, si on monte le taux, on baisse le taux, les entreprises vont fermer parce que c'est des entreprises zombies qui sont pas rentables. Et c'était le cas à l'époque. Les entreprises ne fonctionnaient que parce qu'ils étaient financés par l'argent magique et ils voulaient pas réparer la monnaie. Les industriels voulaient pas réparer la monnaie parce que c'était la seule raison pourquoi leurs entreprises fonctionnaient. C'était pas une réelle économie. Donc ça, c'était une Ouais, et autre anecdote. Je sais pas si ouais, tu et veux- juste pour ajouter là-dessus, c'est vrai que et c'est pour ça que c'est un cycle infernal en fait, parce que t'empruntes à des taux qui sont artificiellement bas, t'as la banque centrale qui imprime, etc. Donc c'est un cycle qui est totalement infernal. Et là aussi où David a raison, c'est que les riches s'enrichissent très, très rapidement parce qu'en effet, la dette que tu vas contracter, elle devient, enfin, à rembourser, c'est quasiment rien, quoi. Parce que quand tu as la monnaie qui est dévaluée aussi rapidement, tu empruntes 1000 marques à midi, bah, le soir, tu peux rembourser ton emprunt, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et l'une des particularités aussi de l'hyperinflation, c'est que les riches en Allemagne, eux, à cause des biens qu'ils vont détenir, que ce soit du foncier, l'immobilier, etc., ils avaient un système de calcul de l'impôt qui était assez particulier et c'était échelonné sur plusieurs mois. C'est-à-dire que globalement, tu payais une fois ton impôt par an, etc. Toi. Et par contre, l'ouvrier allemand, lui, contrairement aux riches, il devait payer son impôt à l'État toutes les semaines. Hmm. Donc, ce qui faisait que quand tu étais pauvre, en fait, tu avais la double dose. C'est-à-dire que l'impôt que tu devais à l'État, il était beaucoup plus actualisé par rapport à la valeur réelle de la monnaie. Alors que quand tu étais riche, l'impôt que tu calculais sur ton année, tu pouvais largement, enfin, tu t'en sortais plutôt très bien. En fait, tu payais quasiment pas d'impôt. Quand tu étais riche ou Weimar, tu payais pas d'impôt et tu pouvais emprunter très, très fortement, quoi. C'est pour ça que les débiteurs se sont fortement enrichis, les étrangers se sont fortement enrichis. Tous les détenteurs de la monnaie, donc le petit épargnant, eux, ils se sont fait totalement évincés, quoi. Et Ils se sont fait aveugle. c'est un problème là, pour l'État aussi au moment où il recevait l'impôt, parce qu'à la fin, comme tu dis, ça pouvait être plus à toutes les semaines, disons, mais à un moment, c'était vraiment juste à chaque année. Donc, il recevait les impôts, puis ça valait zéro, même si c'était pas encore en hyperinflation, parce qu'il y avait quand même de l'inflation modérée. Et c'était une autre des raisons qu'il n'y avait pas le choix d'imprimer de la monnaie, parce que tout ce qu'il recevait en impôts, ça valait déjà plus rien au bout de l'année qu'il fallait faire la déclaration puis envoyer l'argent. Il me reste deux anecdotes, les gars. Après ça, je vous laisse continuer. Un des trucs que j'ai noté, c'est que dans le livre de Ferguson, c'est que c'est très évident à un moment que le travail, en anglais, c'est honesty and hard work lost their appeal. C'est le travail honnête perd son attrait parce que les gens essaient de se mettre riches sur les marchés financiers parce que la bourse, il y a beaucoup de volatilité. Fait que ceux qui savent comment gérer du change ou faire des trucs illégaux, comme échanger de la monnaie, c'est le deuxième truc, c'est que c'était illégal d'avoir de la monnaie étrangère. Ça devient toujours illégal en hyperinflation parce que les gens l'utilisent pour se protéger de l'hyperinflation. Et à un moment, tout le monde devient un criminel. C'est un des trucs typiques des hyperinflations, c'est il devient avoir tellement de lois, tellement de trucs pour gérer la population, gérer les capitaux, les empêcher de protéger leurs valeurs, les forcer à utiliser la monnaie. Même les magasins sont obligés de rester ouverts, même s'ils n'ont pas de stock, même s'ils acceptent pas, ils n'ont pas le choix d'accepter la monnaie. Tout ça contrôlé par le gouvernement. Donc, si on veut survivre, les gens sont obligés de faire des trucs illégaux comme acquérir de la monnaie étrangère, payer en autre chose que la monnaie locale. Donc, tout le monde, éventuellement, devient un criminel. C'est le endgame de l'hyperinflation. Puis, c'est pas, ils deviennent un criminel pour survivre, en fait, parce que ça devient une notion de survie. Et les parallèles contemporains que je fais souvent, c'est que je trouve qu'en période d'hyperinflation et aujourd'hui, on manipule la monnaie pour essayer de contrôler l'économie. En période d'hyperinflation, surtout à Weimar, puis dans l'économie aujourd'hui, je trouve qu'on essaie vraiment de nier le lien entre la masse monétaire et l'inflation. C'était le cas à Weimar. Les gens, là, pendant longtemps, ils pensaient que c'était le dollar qui s'appréciait. Ils étaient fâchés contre le dollar
il pensait pas que c'était le marque qui baissait. Puis ça, c'est assez clair dans le livre de Ferguson. Donc, les gens n'avaient pas identifié que l'inflation était liée à l'augmentation de la masse monétaire. Mais c'est parce que quand on met ça un peu en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, dans les médias mainstream, et quand tu parles aux gens autour de toi, je ne te parle pas des gens qui sont bitcoiners, on nous dit que c'est parce que Poutine a arrêté de livrer du gaz qu'on a eu de l'inflation. Et les gens ne comprennent pas les raisons de l'inflation. Ils n'ont pas du tout associé ça à la chute de la monnaie et à la dilution de la monnaie. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire oui, tout augmente. Ils vont se dire, mentalement, ils vont pas comprendre que c'est juste la valeur de la monnaie qui baisse. Ils vont juste penser que c'est la valeur des biens qui augmente. Donc, au lieu de dire la valeur de l'euro a baissé, ils vont te dire le prix du café et le prix de mon appartement a augmenté. Ouais, et là, justement, sur cette question-là, il faut vraiment lire ce que disaient les économistes autrichiens comme Rothbard ou Ludwig von Mises, quoi. C'est que, en fait, eux, ils vont expliquer ça par le simple fait que les gens sont naturellement conservateurs vis-à-vis de la monnaie, et les gens ont naturellement le bon réflexe vis-à-vis de la monnaie. C'est juste ils perçoivent pas tout ce qui est fait derrière. C'est-à-dire que les gens, ils vont penser que sous Weimar et sous la Première Guerre mondiale, que la monnaie nationale, elle était toujours garantie par de l'or. Donc, ils ont une vision très conservatrice de la monnaie, c'est-à-dire que leur monnaie, elle vaut toujours quelque chose. Sauf que, forcément, c'est pas le cas. Et ils vont toujours, en fait, penser que la monnaie est toujours une bonne réserve de valeur, toujours un bon moyen d'échange. Et tout simplement parce que les gens, inconsciemment, au fond d'eux, ils comprennent ce qu'est la monnaie. C'est juste que, malheureusement, tous les signaux qu'on va leur envoyer sont les mauvais. Mais sinon, à la base, ils ont le bon feeling, quoi. Et c'est comme par exemple, tout à l'heure, David en parlait, quoi. C'est comme dans une économie de marché actuellement, on va manipuler les taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va manipuler la manière dont les entrepreneurs vont répondre justement au signal prix qu'on va leur envoyer via des taux d'intérêt qui sont bas. Donc, avec des taux d'intérêt qui sont bas, les entrepreneurs, ils vont être leurrés on va les faire penser, ils vont être leurrés à penser que il y a une abondance de capital. Voilà, il y a une abondance de capital qui est en fait pas disponible. Mais par contre, l'individu, l'acteur économique, l'entrepreneur, il répond bien au signal qu'on lui envoie. C'est-à-dire que lui, il a raison de se dire que si les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire que le capital est présent, ça veut dire qu'il y a une promesse de consommation future. Donc, il répond extrêmement bien en fait au signal. C'est juste que le signal, c'est un faux signal qu'on lui envoie. Et quand tu reprends cette idée-là, et quand tu la transposes sous Weimar, sous la Première Guerre mondiale, dans toutes les politiques, enfin dans tous les systèmes monétaires inflationnistes, et les gens en fait, ils ont le bon réflexe vis-à-vis du taux d'intérêt, vis-à-vis de la monnaie. C'est juste qu'en fait, on leur ment. Mais eux, ils voient pas tout ce qui se passe derrière, quoi. Tout à l'heure, Théo en parlait. Les acteurs économiques, ils ont pas un doctorat en économie keynésienne. Ils voient pas toute l'implication de l'impression monétaire que ça peut avoir sur leur vie, etc., quoi. Eux, ils voient juste la monnaie. Ils pensent que c'est une bonne réserve de valeur. Ils voient des taux d'intérêt qui sont bas, donc c'est-à-dire que c'est le moment d'emprunter, etc., quoi. Donc les gens, ils ont bon réflexe. C'est juste qu'on leur ment, malheureusement. Si vous voulez savoir tout sur l'inflation, j'ai un cours sur Plan B Network où j'ai 5 heures de vidéo où je creuse dans le sujet de l'inflation, puis je parle de tous ces sujets-là. Je vous invite à l'écouter, ça va démystifier ce sujet-là. Je voulais juste rajouter par rapport à ça, ça peut nous paraître fou aujourd'hui de se dire, mais attends, les mecs, ils n'avaient pas identifié le lien entre la dilution de la masse monétaire et l'inflation, mais il y a des études qui ont été faites en 2019 et 30% des Américains pensent que le dollar est adossé à l'or. Donc, les gens aujourd'hui, malgré Internet, malgré le fait que l'information est accessible à tout le monde, les gens ont quand même une vision de la monnaie qui est pour beaucoup fausse, quoi. C'est ça. En fait, Rothbard va dire que les individus sont naturellement conservateurs sur la monnaie, c'est-à-dire ils voient la monnaie comme on voyait la monnaie sous les talons or. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Par exemple, tu demandes au premier tu demandes au premier gars que tu croises dans la rue, tu lui poses une question sur l'euro, lui va dire ouais, c'est backé par quelque chose, il y a quelque chose de tangible derrière, tout machin. Il a la bonne réflexion de ce que doit être la monnaie, c'est juste qu'en fait, il comprend pas comment la monnaie fiat fonctionne actuellement. Et t'as d'autres économistes autrichiens comme Ludwig von Mises, eux, ils vont dire qu'en fait, les acteurs économiques, les individus, donc nous tous, on est incorrigibles. C'est-à-dire qu'on a toujours le bon réflexe par rapport à tout, sauf qu'en fait, on refuse de voir tout ce qu'il y a derrière, quoi. On est incorrigible. C'est-à-dire que on va beau avoir des cycles inflationnistes, hyper inflationnistes, on va se dire putain merde, on s'est quand même pris des 4000 milliards de marques, qui valaient plus rien, etc.
Et 10 ans après, on va refaire la même chose. Parce qu'en fait, on n'apprend pas de nos erreurs, quoi. Et les seules personnes qui comprennent ça, ce sont les économistes qui ont une très bonne compréhension de la théorie monétaire, de la politique monétaire. Et eux, ce sont les seuls qui peuvent essayer d'expliquer, d'aiguiller justement le reste de la population sur la réalité de comment fonctionne la monnaie. Mais de toute façon, ça, en tant que bitcoiner aujourd'hui, nous, c'est un sujet qui nous intéresse fortement. Donc nous, on voit à peu près comment fonctionne la monnaie fiat, comment fonctionne la monnaie dure, comment fonctionnait l'étalon international, comment pourrait fonctionner justement un monde avec Bitcoin, avec un étalon monétaire dur, avec une quantité fixe, etc. Comme quoi ça pourrait pas poser de problème et tout ça. Mais la personne lambda, elle n'a pas cette connaissance fine de l'histoire monétaire. Par contre, elle va quand même avoir le bon réflexe par rapport à la monnaie. C'est ça qui est assez particulier, quoi. C'est pour ça que, par exemple, si tu fais le lien avec aujourd'hui, mettons un jour, on est dans une hyper bitcoinisation du monde, etc. Mais en fait, les gens qui utiliseraient Bitcoin, en fait, ils auraient le bon mindset en quelque sorte, quoi. Pour eux, c'est quelque chose de, voilà, c'est fixe, ça vaut quelque chose, etc. Tu parlais d'économistes indépendants tout à l'heure. Il faudrait que les économistes arrêtent d'être financés par le public, parce qu'à partir du moment où la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, hein. Si les mecs ils sont payés par l'État, ils vont pas critiquer ce qui nourrit l'État et ce qui lui permet de vivre. Je te laisse continuer, David. Ce que Ulrich vient de dire, c'est tellement évident quand on lit sur l'histoire de la monnaie, puis on connaît Bitcoin, on se dit, ces gens-là qui essaient de trouver une monnaie, il y aurait eu Bitcoin à ce moment-là, il y aurait utilisé Bitcoin sans se poser aucune question parce que c'est vraiment une monnaie parfaite. Et par rapport au... En fait, toi, Bitcoin, c'est simple. Bitcoin, c'est la monnaie, enfin, comment dire, ça correspond à l'idée que tout le monde se fait de la monnaie. Mm-hmm. Oui. Toi, c'est simplement ça, quoi. Tu prends la première personne que tu croises dans la rue, tu lui parles de monnaie, ouais, faut pas que ça augmente de manière totalement déraisonnée, faut pas que ça soit contrôlé par quelqu'un, c'est quelque chose dans lequel on doit avoir confiance et tout. Et globalement, si tu demandes à une personne lambda de décrire ce qu'est la monnaie, elle va plus te décrire ce qu'est Bitcoin que ce que c'est qu'une fiat, en fait. C'est vrai. C'est ça qui est en fait fou. Par rapport aux économistes là, que tu parlais tantôt, qu'il y avait une compréhension, dans ce livre-là, il y a vraiment, on voit la dualité entre le ministre des Finances puis l'économiste là, qui est le héros de ce livre-là, qui lui souvent, je me souviens pas des détails précisément, mais je crois qu'ils souvent on voit, ils veulent faire telle réforme, puis là, l'économiste, il fait comme, mais non, il peut pas faire ça, parce que ça va, lui, tu vois, il comprend le fin détail des politiques monétaires, puis pas le ministre des Finances en poste à ce moment-là. Moi, il me reste juste un petit truc à dire par rapport au parallèle contemporain. C'est le Get Rich Quick. Qui est présent dans toutes les périodes d'hyperinflation, Zimbabwe. Devenir riche rapidement. Oui, et le parallèle contemporain que je ferais, c'est les shitcoins. À l'époque du Zimbabwe, c'était très, très, très évident. Tu vois, le marché des actions était en feu, c'était un bull market toujours. En valeur nominale, pas en valeur réelle, pas en valeur ajustée, évidemment. Mais les gens se mettaient riches en profitant, dans le fond, de cette volatilité-là du marché, et ils n'étaient même pas obligés de travailler, en fait. Et en fait, ils préféraient spéculer sur ces marchés-là que de travailler. Donc, ça amène des possibilités de devenir riche rapidement, et ça me fait penser aux shitcoins. Mais tu sais, les shitcoins, on peut dire les shitcoins en crypto, mais on peut dire les cartes Pokémon, on peut dire les bouteilles de whisky, on peut dire les voitures de collection. Et on voit que quand la monnaie s'écroule, tout devient un investissement et tout le monde est forcé de devenir un investisseur. Moi, je suis dans une petite ville de province, je me baladais en rentrant de la salle de sport l'autre jour. Je passe devant une boutique et il y avait 50 personnes qui attendaient, des adultes, hein. Et en fait, il y avait un lancement d'un nouveau pack de cartes Pokémon. Et tu avais 50 mecs qui attendaient à 9h du mat dans le froid pour acheter des cartes Pokémon. Donc, on commence à en être là, plus ou moins, quoi. En fait, oui, c'est la clé ici, c'est pas le type de marché, c'est la volatilité. Tu sais, les cartes Pokémon, quand tu es dans une économie super stable, les cartes Pokémon, ça peut être un objet de collection comme un autre. Mais c'est quand tu tombes dans des périodes
où il y a beaucoup de volatilité, comme dans une période d'hyperinflation, ben là, n'importe quel truc qui est collectible devient plus intéressant parce que tu sais qu'il va garder sa valeur. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que tu collectionnes là, qui est important, que ce soit des shitcoins, des cartes Pokémon. C'est vraiment la période de volatilité qui fait que ces biens-là prennent de la valeur rapidement. Puis peut-être que je rajouterais au niveau des shitcoins, ben, qu'à la base, il y a déjà énormément plus de volatilité que beaucoup d'autres choses. Donc, les gens se jettent là-dessus. Est-ce que les gens achètent des shitcoins pour spéculer parce que de l'inflation? Peut-être pas. Peut-être qu'ils en achèteraient pareil. Mais par contre, un truc que je peux vous dire, les milléniaux, puis la génération Z sont beaucoup plus orientés vers des meme coins pour investir que les actifs standards que les Y, les X et les boomers avant moi ont utilisés parce qu'eux, ils ne peuvent pas accéder à la propriété et ce n'est pas des marchés qui les intéressent. Ils ont l'impression d'être dépassés par ça. Puis eux, ils vont vers ces outils financiers-là nouveaux, comme les meme coins. Ils pensent qu'ils vont pouvoir investir puis devenir riches dans ces marchés-là parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent investir dans une maison parce qu'ils ne voient pas la possibilité de ça. Moi, en tant qu'Y, j'ai économisé, je voulais acheter une maison, j'ai acheté une maison. Mais la génération d'après moi, c'est différent. C'est une sorte de nihilisme, en fait. Ils savent que s'ils prennent le chemin classique, ils vont mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans à s'acheter un appart ou une maison. Et donc, du coup, ils vont au casino et ils font les dégénérés, quoi. Donc, le lien que je fais, c'est que comme l'actif standard un peu boomer n'est plus possible pour eux, ben, ils vont se jeter sur des actifs qui sont différents, qui n'ont aucun sens, comme les meme coins. Je pense que c'est un peu la même chose en période d'hyperinflation où le marché des actions, tout devient un refuge parce qu'il y a de la volatilité. Voilà. Et pour parler mais tu peux rester avec nous, hein, David, le temps qu'on conclue. J'ai terminé mon contenu. Voilà. OK, cool, c'est sympa, merci. Ouais. Mais pour revenir sur les meme coins, de toute façon, c'est même pas une bonne stratégie parce que quand tu vois les datas, à part les insiders et quelques traders très avertis, je crois que c'est plus de 95% des gens qui sont dans ce marché-là, soit ils perdent de l'argent, soit ils gagnent moins de 200 €. Ouais. Moi, je pense, tu vois, dans un cycle inflationniste, hyperinflationniste, tu auras plutôt une fuite vers les actifs de qualité comme pourrait être Bitcoin, toi, plus que les meme coins. Parce que quand ta vie en dépend, parce que c'est ça une hyperinflation, hein, quand tu regardes ce qui s'est passé sous Weimar, c'est exactement ça. Hein, quand ta vie en dépend, tu vas pas faire du gambling casino dégène sur du meme coin. Tu vas directement aller sur une porte de sortie qui va être fiable. Et c'est pour ça que Bitcoin aujourd'hui, c'est une chance que nous, on a aujourd'hui, que les Romains n'avaient pas, que sous Weimar, on n'avait pas. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi tout le boulot qu'on doit faire d'avertir les gens qu'il y a une porte de sortie qui est existante et que leur pouvoir d'achat actuel, ils peuvent le préserver dans le temps grâce à Bitcoin, quoi. Et il n'y a que cet actif-là qui peut garantir ça. Et une chose aussi que tu disais tout à l'heure, et ça fait vraiment, je pense, le lien entre Weimar et aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, tu disais qu'en cycle d'hyperinflation, tout devient mieux que de simplement détenir la monnaie qu'à cours légal. Absolument tout. C'est-à-dire acheter une baguette de pain, c'est presque un meilleur investissement. C'est un meilleur investissement lors d'une hyperinflation que de garder la monnaie que tu as utilisée pour acheter la baguette en question. Et quand aujourd'hui tu vois les banques centrales européennes et d'autres pays qui veulent mettre en place des monnaies qui sont programmables, donc les MNBC, avec certaines monnaies qui auraient même une date d'expiration, ça justement, mais ça fait le lien total, je pense, avec un épisode comme Weimar, quoi. C'est-à-dire que même si on donne à des individus une monnaie qui a une date d'expiration, c'est-à-dire que passé un certain délai, la monnaie, elle expire, tu peux plus l'utiliser. Donc, en fait, c'est une incitation extrêmement forte à la consommation. Et ça, c'est dans la belle idée keynésienne que la consommation drive la croissance. Et si tu donnes à un acteur économique une monnaie qui a une date d'expiration, il se passera la même chose que sous Weimar. C'est-à-dire que les gens vont se débarrasser de la monnaie le plus rapidement possible pour prendre un asset, un actif qui va avoir une date d'expiration qui sera au-delà de la monnaie. C'est-à-dire que si jamais
jamais on te donne 5 € qui vont expirer demain, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas t'en débarrasser pour acheter une boîte de conserve qui va périmer dans 2 mois, tu vois. Et tu as à peu près ce même réflexe, en fait. C'est-à-dire que les banquiers centraux aujourd'hui, à vouloir mettre en place ce genre de politique mais qui est totalement à l'ouest, hein, d'un point de vue vraiment de la politique monétaire. Quand tu connais la monnaie, quand tu connais l'histoire de la monnaie, comment la monnaie est censée fonctionner, ce qu'elle doit être pour les acteurs économiques, tu comprends que ce genre de choses, c'est une aberration totale. Et à vouloir mettre ce genre de choses en place, ils vont répliquer exactement ce qu'on a vu avec des acteurs économiques qui se sont débarrassés de la monnaie le plus rapidement possible pour acheter des choses qui étaient des meilleures réserves de valeur pour la monnaie, quoi. C'est comme, enfin, t'as juste à regarder ce qui s'est passé sous Weimar, hein, franchement. Toi, ce genre... Une date d'expiration sur des billets Zimbabwe. C'est des agro-chèques, mais ça a circulé comme des vrais monnaie. C'est hallucinant, quoi. Et juste pour qu'on termine sur les repères historiques par rapport à Weimar. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ce Reichsmark qui était adossé à des terres allemandes. Rentenmark, pardon. Et donc, du coup, c'est plus ou moins ça qui a ramené le pays dans une situation économique et financière un peu plus stable, c'est ça? C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le Rentenmark va redonner une sorte de stabilité monétaire à l'Allemagne. Par contre, en fait, les effets de l'inflation de 1923, ça a quand même... Enfin, on s'en rend pas compte, on n'en a pas... trop parlé, je pense, malheureusement, pendant le live, mais faut bien se rendre compte de la dislocation quasiment totale du corps social allemand en 1923, de la perte de repères de tous les épargnants qui ont été totalement rug par le gouvernement, de nombre de femmes et d'hommes qui ont dû se prostituer, etc. Enfin, il y a eu quand même une dislocation extrêmement importante du corps social. Il y a eu quand même une sorte de petit rebond entre 1925 et 1929, donc ce qu'on appelle les années dorées de Weimar, mais ça n'a pas été suffisant pour endiguer en fait la chute qu'il va y avoir après 1929 vers le totalitarisme nazi, malheureusement, quoi. Et les belles années de Weimar, à la fin des années 1920, en fait, c'est les paillettes. C'est les paillettes sur un corps social qui est totalement déliquescent, en sous-jacent, faut bien se rendre compte que c'est pourri, en fait, hein, l'Allemagne. T'as le parti communiste, le KPD qui va devenir de plus en plus violent. Tu vas avoir le NSDAP, donc le parti nazi, qui va monter en flèche aussi sur la même période. Tu as la crise de 29 qui va totalement replonger l'Allemagne dans la misère. Tout à l'heure, on parlait du Rentenmark, hein, et du plan Dawes qui a permis à l'Allemagne, en fait, d'avoir des nombreux capitaux qui venaient d'Allemagne, dont justement ces 800 millions de marques or qui ont été redonnés à l'Allemagne pour qu'ils adossent en partie le Reichsmark sur l'or. Il faut savoir que ces capitaux venaient des États-Unis, et quand on a eu la crise de 1929, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, ils ont rapatrié chez eux l'essentiel des capitaux qu'ils avaient investis en Allemagne à partir de 1923 et 1924. Donc l'Allemagne redescend un peu dans la misère, quoi. Et même si monétairement, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire réinstaurer une monnaie fiat, le Rentenmark et le Reichsmark, qui était bien pensé dans le sens où il y a une émission monétaire qui était importante, et après, ils ont stoppé l'impression monétaire. Donc, en fait, ils ont créé une rareté artificielle de la monnaie fiat, hein, ce qui est assez intéressant d'un point de vue monétaire. D'ailleurs, c'est ce que Milei essaye de faire en Argentine. Ouais. C'est justement mettre en circulation un certain nombre de pesos argentins, et après on coupe les vannes et on va plus avoir de réimpression. Donc en fait, tu vas avoir la meilleure meilleure monnaie fiat possible sur Terre, une qui n'a pas d'inflation. Mais c'est pas suffisant, parce que le mal qui a été causé par l'hyperinflation de 23, c'est un mal qui a attaqué très très profondément la société allemande. Et la société allemande, même s'il y a eu une sorte d'optimisme retrouvé sur l'économie à la fin des années 20, ça restait une société qui, pour la plupart des personnes, rejetait totalement la République de Weimar, parce qu'ils associaient la République de Weimar à tous les épargnants qui ont été liquidés par l'État, à tous ces débiteurs qui se sont enrichis, à tous les créanciers qui ont fait faillite, à tous ces ouvriers qui ont perdu leur boulot, à toutes ces femmes qui ont dû se prostituer, à tous ces gamins qui ont dû aller travailler, à toute cette déliquescence, en fait, de l'Allemagne. Faut pas oublier, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait au début du live, hein. La société allemande depuis Bismarck, c'est une société qui est nationaliste, hein, qui est très collectiviste, hein, et qui a un sens de la communauté du peuple qui est extrêmement forte, hein, durant ces années-là. Et une bonne partie de
des électorats qui vont devenir les électeurs malheureusement des nazis, eux, ils vont en vouloir énormément à Bismarck. Et c'est comme ça que d'ailleurs que les nazis, à la fin des années 20 et surtout au début des années 30, ils vont siphonner l'essentiel, si ce n'est l'intégralité des voix du parti chrétien-démocrate, du parti libéral national, de tous ces partis qui étaient un peu centre-droit, centristes. Et ben tous les électeurs vont dépeupler ces partis-là et directement se radicaliser, quoi. Ça sera communiste ou nazi, mais il y aura plus de centre, il y aura plus rien, quoi. Et dernière chose, après je m'arrête, mais si tu veux faire encore un dernier parallèle avec la situation qu'on vit aujourd'hui, tu peux dire que l'extrême centre actuel qu'on connaît dans les pays occidentaux, donc cet extrême centre qu'on a en France, qu'on a en Allemagne, etc., qui est à l'origine Ça de serait tout. incarné par qui? Par Macron, concrètement, en France. Et Trudeau Ouais, aux c'est ça, États-Unis, un petit peu, là. exactement. L'espèce Voilà, de... exactement. Ouais, les partis plus ou moins centristes, quoi. ouais, c'est ça, ces partis centristes qui sont très interventionnistes, pas super fans de la liberté d'expression, etc. Ben, en fait, sous Weimar, tu avais la même chose. Tu avais un bloc central qui était extrêmement puissant autour du SPD. Et ben, en fait, ces personnes-là, bah, ils ont foutu en l'air la monnaie, ils ont foutu aussi en l'air la liberté d'expression à la fin des années 20 pour justement essayer de recadrer un peu l'Allemagne. Ils ont fait des saisies sur certains biens qui étaient possédés par les Allemands. Ils ont aussi encadré fortement les capitaux que pouvaient détenir les Allemands en devises étrangères. Et petit à petit, en fait, cet extrême centre, en se radicalisant, en bridant, en foutant en l'air l'économie, bah, ils ont radicalisé la population, quoi. Donc c'est un peu, à mon sens, l'un des derniers parallèles que tu pourrais faire entre Weimar et aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé pendant le Covid et même les excès sur le wokisme, là on a vu la semaine dernière, c'était les victoires de la musique. C'est un espèce de prosélytisme woke horrible où ils te mettent des handicapés qui dansent avec des messages douteux. Ouais. Et on voit qu'en fait, cette espèce de climat ambiant, il favorise le fait que les gens partent dans des sortes d'extrêmes et que ça Ouais. polarise de chaque côté. Totalement. Ça révolte les gens de voir ça. Ils se disent, mes impôts servent à payer des rituels sataniques. Et en fait, ils pètent les câbles. Et à côté de ça, il y a de l'inflation, il y a des pertes des libertés individuelles, il y a de la perte de liberté d'expression aussi. Mm. Donc forcément, faut pas s'étonner après si T'as tu as les mœurs des qui... partis un peu entre guillemets extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, Ouais. qui fassent leur nid, quoi. Ouais, et oui, t'as les mœurs qui éclatent, t'as plus de conventions communes, de mœurs communes, etc. Et d'ailleurs, et ça, c'est un point qui était l'un des points principaux des nazis, c'est régénérer l'Allemagne, régénérer le peuple allemand, régénérer les mœurs allemandes. Et justement, si eux, si c'était l'une des parties de leur discours, c'est parce que ça répondait directement à toute la déliquescence, Et c'est ça. pardon, de Weimar, quoi, qui a été causée par Et l'inflation. eux, ils sont arrivés sur quelque chose de beaucoup plus traditionnaliste, mettre en Ouais, bah, avant la famille. Et d'ailleurs, oui, on peut le voir que c'était un peu via ces thèmes-là qu'ils ont été élus, hein, la baisse des mœurs. D'ailleurs, on en parle très peu, mais les livres que les Allemands brûlaient, les national-socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était beaucoup de livres qui étaient liés au LGBT. Et parce que l'Allemagne, à l'époque, était très, très en avance sur tous ces sujets-là. Ouais. oui, bah après, ouais, Berlin était en effet la capitale réputée pour sa tolérance, etc., pour les minorités à la fin des années 20. C'était un peu ça. Puis après, et les nazis, il y a eu ça, il y a eu cette réponse un peu morale à l'inflation, il y a eu cette réponse aussi forte à un pouvoir qui a précédé qu'il n'était pas. Et ils ont bien joué sur le côté national et socialiste, hein, qui était en fait qui était en lame de fond dans l'ADN allemand depuis Bismarck, quoi. Ce que je parlais au tout début du live, le Mannschaft, la communauté du peuple, etc., le côté très allemand entre soi, très collectiviste, etc. Bah, en fait, tu prends tout ça, tu mélanges et t'as un petit moustachu qui arrive au pouvoir, quoi. L'exaltation de l'ethnie, de la race, c'est quelque Ouais. chose qui a quand même réussi à fédérer ce peuple allemand. Et je pense que ça a joué aussi sur le regain de l'économie qu'il y a eu quand ils sont arrivés au pouvoir. T'avais pas forcément ça avant, hein, le côté racial, etc., dans l'idéologie allemande, mais il y avait quand même chez les Allemands ce sentiment de supériorité, en fait. Comme quoi on est la meilleure nation en termes d'organisation, on a le meilleur État, on serait les mieux à même d'organiser l'Europe, etc. T'avais un peu ce sentiment de supériorité par rapport aux autres modèles qui étaient le modèle individualiste et libéral anglais, le modèle
français, etc. Mais il n'y avait pas encore cette notion de supériorité raciale. Ça, c'était un peu la conclusion ultime et la dernière surcouche qu'ils ont rajouté les nazis à ce truc, quoi. Et la question que je me pose, si jamais il y a des parallèles entre la République de Weimar et notre système actuel, à quel stade en serait-on aujourd'hui? David, une idée? Ben, c'est sûr que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas aussi incroyable et intense que ce qui est décrit dans le livre de Ferguson. Donc, peut-être qu'on est dans les premiers stades là, où l'inflation se déclare. J'espère qu'on ne se rendra pas à l'inflation modérée, là, disons. Qui, en passant, l'inflation modérée, c'est pas de l'inflation basse. L'inflation modérée, c'est de l'inflation qui est relativement haute, potentiellement à 2 chiffres, mais qui mène pas à l'hyperinflation. J'espère qu'on se rendra. On était proche, hein, on a été proche de l'inflation en 2 chiffres en passant, qui est considérée souvent comme l'inflation modérée. Mais écoute, j'en sais rien, GG. Aussi, c'est différent, tu sais, aujourd'hui, le système monétaire, l'économie est basée sur la monnaie dette. Donc, à la base, l'économie est basée sur l'inflation. Donc, je sais pas à quel point ça se compare. Je pense que durant longtemps, en fait, jusqu'à l'invention du fiat, l'inflation, ça existait pratiquement pas. Le fameux 2% qu'on a aujourd'hui, c'est arrivé durant la révolution des prix au 15e, 16e siècle à cause de l'influx des métaux des Amériques. Et ça a bouleversé le monde jusqu'à en appeler cette époque la révolution des prix. Et aujourd'hui, c'est la normalité. Donc, je ne sais pas comment comparer les deux parce qu'aujourd'hui, l'inflation, ça fait partie du système. Et les économistes vont nous dire que s'il n'y a pas d'inflation, le système ne va pas fonctionner, ce qui est très étrange parce que le système fonctionnait avant. Donc, ma réponse, c'est ça. J'en sais rien où on est rendu, mais on a frôlé l'inflation modérée. L'inflation modérée, on peut le récupérer. Même quand on se rend. Et ce qu'on peut pas réparer, c'est la haute inflation. Quand il y a de la substitution monétaire, là, c'est impossible à réparer. Il faut que le système casse puis qu'on fasse une réforme monétaire. Donc, espérons qu'on se rende pas là. Ou il y en a peut-être qui vont espérer qu'on se rende là pour qu'on aille un nouveau système, une réforme qui sera peut-être basée sur de la monnaie plus saine. Voilà. Oui, moi j'ai plutôt tendance à être un petit peu accélérationniste. En tout cas, c'est vrai que comme on parlait la dernière fois, quand on parlait de l'Empire romain, de toute façon, en tant qu'être humain, nous, ça va être difficile d'avoir un impact sur les décisions politiques et les forces économiques et ce qui va se passer. Je pense qu'il faut avant tout essayer de se sauver soi-même en tant qu'individu. Et c'est vrai que quand on voit, c'est assez effarant, quand on voit l'augmentation de la dette, le paiement des intérêts de la dette qui deviennent l'un des premiers postes de dépenses de l'État. Et on se dit qu'on va peut-être aller sur une période où ils vont tenter de contrôler les capitaux. Ils augmentent d'une certaine manière les taxes inexorablement. Et je pense quand même que là-dessus, si vous avez une partie de votre patrimoine en Bitcoin, vous allez être beaucoup plus résilient. Votre épargne sera beaucoup plus liquide. C'est-à-dire que si demain matin, vous voulez vous barrer à l'étranger, ce sera possible. Vous serez insaisissable. Alors, bien sûr, on peut toujours vous mettre en prison, hein, mais c'est toujours une échelle, quoi. Vous serez beaucoup plus résilient et vous aurez comme un gilet de sauvetage qui sera beaucoup plus puissant si vous détenez du Bitcoin. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que la plateforme Bull Bitcoin est live en France depuis quelques mois. D'ailleurs, depuis le mois dernier, vous pouvez même payer des factures en Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a un système de vente de Bitcoin qui vous permet d'utiliser des Bitcoins pour les vendre et les envoyer à n'importe quel compte bancaire dans l'Union européenne, n'importe quel compte SEPA. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux payer mon loyer en Bitcoin. Je vais vendre des Bitcoins sur Lightning et Bull Bitcoin va envoyer les euros directement à mon propriétaire. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description à créer un compte et à aller utiliser la plateforme. Les gars, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Toi, David, tu as écrit un livre, tout sur Bitcoin, c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Yes. Ouais, c'est le meilleur livre à donner à votre copine, à votre mère,
à votre père pour qu'il arrête de vous poser des questions. En fait, vous êtes chanceux s'il vous pose des questions, mais peut-être pour initier certaines questions, c'est un livre d'introduction à Bitcoin que j'ai écrit et j'ai eu beaucoup de commentaires. On a vendu plusieurs milliers en passant. C'est assez... il a assez bien vendu, je suis assez content. Donc ça, c'est sur Amazon. Hein. Ouais. Ou Ok. à Fnac, c'est disponible en France sur la Fnac. Et toi, Ulrich, les gens te retrouvent sur X, c'est ça aussi? Ouais, sur X, ouais, principalement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, tu as démarré une série de podcasts vidéo. On a vu que tu avais fait passer Copain Malin. Il y avait eu Gilles aussi. Ouais, ouais. Donc c'est un format de discussion sans prise de tête. On prend deux, trois idées au début, puis on parle. Et j'ai fait avec Jacques, j'ai fait avec Gilles, Ouais. et j'ai fait avec Copain Malin. Et du coup, à chaque fois, c'était des discussions qui étaient assez sympas, quoi. C'est plutôt cool. Et en petit teaser, Quel va être ton prochain invité? Urban Tech. Ah yes, ok. Yes, donc ça va être sympa. Puis après, le prochain invité après, ça sera Ludovic Lars. Donc, ouais, donc on va avoir des très très belles discussions là sur les deux prochains invités là. Top. Un mot pour terminer, les gars, ou on termine là-dessus? Ouais, c'est peut-être en avant-première. J'ai acheté mon billet pour aller à Paris en avril et je veux enregistrer un cours sur l'histoire de la monnaie avec les gars de How to Bitcoin et probablement que Ulrich va se joindre à nous en tant qu'historien. Ça va être intéressant. On va sûrement parler de ce qu'on a parlé dans le dernier live. Rome, on va sûrement mentionner Weimar aussi. Donc, c'est mon prochain projet de créer un cours sur l'histoire de la monnaie qui sera peut-être disponible sur la plateforme de Plan B Network. Là. Donc, je vais aller, je me rends à Paris dans les prochains mois pour aller enregistrer ça avec les gars de How to Bitcoin pour que toute cette collection serve à quelque chose, Oui. faire de l'éducation sur l'histoire de la monnaie. Il faut. Un mot pour la fin, Ulrich? Non, bah écoute, pas de mots pour pas de mots spécifiques. Déjà, bah merci pour l'invitation, GG. C'est toujours super agréable de venir discuter avec toi, avec David, avec Théo sur ces sujets-là, parce qu'en effet, plus on plonge dans l'histoire, plus on se rend compte que les individus, les humains ont connu ce qu'on peut connaître nous aujourd'hui, et que eux, face aux difficultés, ils ont trouvé les meilleures solutions qui étaient disponibles pour eux à leur époque. Ça a toujours été des solutions qui ont été imparfaites, incomplètes, fragmentaires. Ils n'avaient pas ce que nous on a aujourd'hui, ils n'ont pas Bitcoin, ils n'ont pas ce genre d'outils de résilience hallucinant que pour l'individu. Et nous, on vit vraiment, même si on a des difficultés aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, on a quand même cette chance. C'est que on peut regarder le passé et se dire que on est quand même mieux armé qu'eux, quoi. Et ça, mine de rien. Très belle conclusion. Ouais, on a de la chance. Moi, je me réveille tous les matins et I feel blessed, comme diraient les Anglais. Alors, en tout cas, je pense qu'on a trouvé un format qui est pas mal. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces lives sur l'histoire. Et je pense qu'on va essayer d'en faire une petite série et d'en faire un petit peu plus régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à nous laisser un petit pouce bleu. Et puis, on se revoit très vite. GG? Oui. Je viens d'avoir une idée, petit parallèle avec la France pour conclure et Weimar. J'ai ici un note Geld français de 1920. C'est juste pour conclure en disant que même pendant l'hyperinflation en Allemagne, qu'on a expliqué, il y avait beaucoup d'inflation en France aussi parce qu'ils imprimaient beaucoup de monnaie, parce qu'il y avait des problèmes économiques. Et il y avait tellement d'inflation sur la monnaie papier que toutes les pièces de monnaie en métal précieux ont été thésaurisées. Donc, ça, c'est une chambre de commerce qui a fait un note Geld de 50 centimes. Donc, c'est pour dire que pendant l'hyperinflation en Allemagne, il y avait de l'inflation en France, mais comme il y avait moins de substitution monétaire, la substitution monétaire se faisait de l'Allemagne à la France et non l'inverse. C'est l'Allemagne qui a eu l'hyperinflation et la France, malgré beaucoup d'inflation, des problèmes économiques, c'est ça notre Geld ici. C'était à la même époque. À la même époque, 1120. Malgré le fait que les Français recevaient l'argent du traité de Versailles et qu'ils étaient un petit peu en train de racketter l'Allemagne,
ils ont réussi à se démerder, à avoir aussi, eux, une période, entre guillemets, C'est ça. d'hyperinflation. Ils ont eu de l'hyperinflation et donc la monnaie métal précieux disparaissait. Ils étaient obligés d'utiliser ces outils-là, un peu comme l'Allemagne. Et c'est juste pour vous dire que deux périodes, tu peux avoir deux pays qui ont beaucoup d'inflation en même temps. C'est celui-là où il va avoir la substitution monétaire, donc où il va avoir le plus d'inflation, qui substitue sa monnaie. Les gens se débarrassent de la monnaie pour avoir l'autre. Donc, c'est un peu ce que les Américains font aussi. Hein. Ils exportent leur inflation à travers le monde et c'est ce qui leur permet d'avoir un peu moins d'inflation. C'est ce que les Français faisaient, ils exportaient leur inflation en Allemagne et ça causait aussi en même temps l'hyperinflation. Donc, désolé, c'est une petite matière un peu intense pour la fin, mais je pense que ça nous donne des idées de live pour les prochaines fois, hein, mais il y a eu des épisodes d'hyperinflation en France aussi. Je crois qu'il y en a eu un plus ou moins à peu près à la période de la Révolution en France. Ouais, donc, ouais, c'est des sujets qu'on pourra aller un peu plus en profondeur. D'ailleurs, si les gens qui écoutent, parce qu'en fait, ce live-là, je vais le supprimer, on va le reposter après. Les gens qui écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à nous poster en commentaire si vous voulez qu'on dissèque des périodes historiques où il y a eu de l'hyperinflation. On se fera un plaisir de se plonger dans le sujet et d'en discuter avec vous. Cool. Hey, merci les gars, c'était super d'être avec vous. Ok, merci à tous et à très vite. Au revoir.